Mon fils m'a dit que je n'étais pas le bienvenu pour Noël, il m'a dit droit dans les yeux que je ruinerais l'esthétique de sa maison à 2 millions d'euros. Pensant que je n'étais qu'un pauvre retraité vivant d'une modeste pension, mais il avait oublié qui j'étais vraiment, il avait oublié que c'était moi qui possédais son esthétique, que c'était moi qui finançais l'illusion de sa vie dorée, et cette nuit-là, j'ai passé un seul coup de fil qui allait changer son existence à tout jamais. Caro. Moment où je raccrocherais, mon fils ne perdrait pas seulement sa maison, il perdrait tout ce qu'il croyait savoir sur sa propre vie. Je m'appelle Grégoire Roche, j'ai 70 ans, et ce que Nathan ignorait, c'est que le vieil homme usé qu'il méprisait était en réalité le maître du jeu. Le moteur de mon vieux pick-up Toyota, un modèle diesel increvable qui avait vu plus de chantiers que mon fils n'avait vu de lever de soleil, grondait sourdement alors que je quittais l'autoroute principale pour m'engager sur l'asphalte immaculé de la banlieue huppée des Monts d'Or, au nord de Lyon, une enclave de richesse et de prétention où chaque brin d'herbe semblait avoir été coupé au laser et où le silence était une marchandise de luxe. Cette partie de la région m'avait toujours semblé étrangère, comme une autre planète orbitant loin de la réalité du travail et de la sueur. Car ici, les maisons n'étaient pas de simples foyers, c'étaient des déclarations, des monuments stériles de verre, de béton et de pierre blanche, posés sur des pelouses si vertes qu'elles en paraissaient artificielles, des forteresses conçues pour exclure le monde extérieur et préserver une illusion de perfection. Pour tous les habitants de ce quartier sécurisé, je n'étais exactement que ce que je paraissais être. Un vieil homme veuf, un ancien contremaître d'usine vivant une vie tranquille et effacée avec une petite retraite de la sécurité sociale. Ma veste de travail en toile épaisse était usée au coude, blanchie par le soleil et le temps, mes mains étaient calleuses, marquées par des décennies de travail manuel, tachées par le vernis et l'huile. Et mon véhicule utilitaire avait connu des décennies meilleures, sa peinture écaillée jurant avec les carrosseries rutilantes des berlines allemandes qui croisaient ma route. C'était une couverture parfaite, un déguisement que j'avais porté avec une discipline monacale pendant 15 ans, non par honte, mais par choix, par une volonté ferrailleuse d'éprouver le caractère de mon fils unique. Je me rendais chez Nathan, mon fils de 42 ans, car aujourd'hui marquait le 7e anniversaire de ma petite fille, Émilie, quelques jours seulement avant Noël, et sur le siège passager, soigneusement enveloppé dans une couverture en laine douce pour le protéger des vibrations, se trouvait son cadeau, une maison de poupée. Mais ce n'était pas un jouet en plastique bon marché acheté à la hâte dans une grande surface impersonnelle, c'était une œuvre d'art, le fruit de mes 6 derniers mois passés dans mon atelier, à sculpter, poncer et assembler chaque pièce à la main. C'était une réplique parfaite, à l'échelle 1/12, de la toute première maison que j'avais partagée avec ma défunte épouse, Claire, un petit pavillon de 2 chambres dans l'Est lyonnais, modeste mais rempli de lumière. J'avais sculpté chaque tuile miniature en cèdre pour le toit, j'avais peint à la main les minuscules volets bleus avec le pinceau le plus fin que je possédais, j'avais même reproduit la légère déformation familière des planches du porche avant, ce petit défaut que Claire aimait tant. Cette petite maison contenait 6 mois de mon temps, de ma mémoire, et de mon amour inconditionnel pour Émilie. Je me suis garé devant la maison de Nathan, un bloc d'architecture moderne cubique valant 1,5 million d'euros, dont l'allée pavée était déjà saturée de voitures haut de gamme, des BMW, quelques 4x4 Mercedes rutilants et une Porsche Cayenne flambant neuve. Mon vieux Toyota ressemblait à un chien errant, sale et boiteux, qui se serait égaré au milieu d'un concours de beauté canine. Je pouvais entendre la fête depuis la rue, la musique lounge assez forte pour couvrir les conversations, les rires aigus des adultes buvant du vin millésimé en plein milieu de l'après-midi. J'ai garé mon véhicule le long du trottoir, j'ai soulevé avec précaution la lourde maison de poupée et j'ai remonté la longue allée de pierre, sentant une oppression familière dans ma poitrine, une boule d'angoisse que je tentais de réprimer. Car ce n'était pas le monde que j'avais voulu pour Nathan, c'était le monde que sa femme, Diane, avait construit en l'utilisant comme un accessoire. Mon amour pour Émilie était la seule et unique raison pour laquelle je mettais encore les pieds sur cette propriété qui sentait l'argent neuf et l'ambition froide. J'ai sonné à la porte, une imposante plaque de métal brossée sur pivot. La musique était si forte qu'il a fallu un moment avant que la lourde porte ne pivote silencieusement. Nathan se tenait là, vêtu d'une chemise en lin blanc immaculé qui devait coûter plus cher que mon budget alimentaire mensuel, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, gominés vers l'arrière, et pendant une fraction de seconde, son visage s'est illuminé d'un sourire générique de réception, le sourire de l'hôte parfait. Mais quand il m'a vu, le sourire ne s'est pas contenté de s'effacer, il s'est évaporé instantanément pour être remplacé par une expression de panique pure et non diluée. « Papa » bégaya-t-il, sortant physiquement sur le porche et tirant la porte massive presque entièrement derrière lui pour bloquer ma vue de la fête, comme s'il craignait que ma simple présence ne contamine l'air respiré par ses invités. « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» Mon propre sourire vacilla, l'air froid de décembre mordant mes oreilles. « Comment ça, fils ? C'est l'anniversaire d'Émilie, tu m'as invité la semaine dernière, tu te souviens. » J'ai soulevé la maison de poupée avec fierté. J'ai fini son cadeau. Nathan ne regarda même pas le cadeau, ses yeux, fuyants et anxieux, passèrent devant moi pour se fixer avec horreur sur mon vieux pick-up garé dans la rue, et il grimaça comme si la vue de la rouille lui causait une douleur physique réelle. « Papa, je
Je sais, mais aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le bon moment, c'est chaotique à l'intérieur. Je ne resterai pas longtemps, dis-je, ma voix commençant à se sentir aussi vieille que j'en avais l'air, une fatigue soudaine envahissant mes os. Je veux juste donner ça à Émilie et lui souhaiter un joyeux anniversaire. Avant qu'il ne puisse répondre ou inventer une autre excuse, la porte s'ouvrit à nouveau, révélant Diane. Elle avait 40 ans et elle était une présentation vivante, une robe blanche sans manches qui semblait sculptée dans le marbre, son visage lissé par l'ambition et des traitements coûteux, ses cheveux blonds parfaits, et ses yeux ne me regardèrent pas, ils m'évaluèrent, estimèrent ma valeur sociale à 0, et me rejetèrent en moins d'une seconde. « Nathan », dit-elle, sa voix étant un murmure tranchant et froid qui traversa le bruit de la fête comme une lame de rasoir. « Je croyais que tu avais géré ça. » Nathan tressaillit visiblement, reculant comme un enfant pris en faute. J'étais sur le point de « Chérie ». Les yeux de Diane parcoururent ma veste usée, mon vieux jean, mes bottes de travail encore tachées de sueur, puis elle regarda la maison de poupée dans mes mains avec un dégoût pur, comme si je tenais un rat mort. Elle se tourna vers Nathan, ne prenant même pas la peine de baisser la voix, elle voulait que j'entende, elle voulait que je comprenne ma place. Fais-le partir, maintenant. Mes parents arrivent ce soir pour les fêtes, je ne peux pas avoir ça. Elle fit un geste vague et méprisant vers moi, vers mon camion, vers le cadeau, ruinant toute l'esthétique de Noël. C'est embarrassant. Règle ça. Elle n'attendit pas de réponse, elle pivota simplement sur ses talons aiguilles et disparut dans la chaleur et les rires de la fête, la lourde porte se refermant avec un clic définitif derrière elle. Je restais là, pétrifié, les mots pulsant dans ma tête, embarrassant, esthétique, ruiné. J'ai regardé Nathan, son visage était rouge écarlate, il ne pouvait pas croiser mon regard, il fixait les carreaux d'ardoise coûteux de son Porsche. C'était un homme de 42 ans, un père, un mari, et il était complètement, totalement terrifié par sa propre femme. « Papa » marmonna-t-il en passant une main nerveuse dans ses cheveux parfaits. « Papa, écoute, elle est juste stressée, tu sais comment sont ses réceptions. » « Je sais comment elle est, Nathan, » dis-je, ma voix calme mais lourde. « Non, tu ne comprends pas, » dit-il, se mettant sur la défensive, essayant de rationaliser sa lâcheté. « Elle a raison, ce n'est tout simplement pas le bon moment, nous avons des invités importants, et à propos de Noël. » Il prit une profonde inspiration, levant enfin les yeux vers moi, ses yeux suppliants, me demandant de lui rendre la tâche facile, de disparaître sans faire d'histoire. « À propos de Noël, papa, ça va être bondé, toute sa famille vient, c'est une chose formelle, et, eh bien, peut-être qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas cette année. Nous ne t'attendions pas. » Les mots me frappèrent, mais ce ne fut pas comme dans les films, il n'y eut pas de douleur aiguë soudaine, la tristesse ne vint pas immédiatement. Au lieu de cela, une clarté froide et profonde s'installa dans mes os, le genre de clarté absolue qu'on ressent au cœur de l'hiver juste avant une tempête, quand l'air est parfaitement immobile et assez tranchant pour couper le verre. J'ai regardé la maison de poupée dans mes mains, 6 mois de mon temps, de mes mains, de ma mémoire, 6 mois à sculpter de minuscules cadres de fenêtres et à poncer des sols miniatures. Tout cela pour une petite fille que j'aimais. Tout cela pour un fils qui me disait maintenant que je n'étais pas assez bien pour être vu par sa nouvelle famille riche. J'ai regardé Nathan, sa chemise coûteuse, ses yeux terrifiés et faibles, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti de colère envers lui, j'ai ressenti de la pitié, une pitié profonde et dévastatrice. Et puis j'ai souri, ce n'était pas un sourire gentil, c'était un sourire qu'il n'avait jamais vu auparavant, le sourire de Grégoire Roche, l'homme qu'il ne connaissait pas. D'accord, Nathan, dis-je, ma voix soudainement légère, presque joyeuse. Je comprends parfaitement. L'esthétique. Je ne voudrais surtout pas être un fardeau. Papa, ce n'est pas comme ça. Non, non, c'est très bien, dis-je en levant une main pour l'interrompre. Tu es occupé, tes invités attendent. Je me suis penché et j'ai posé la maison de poupée, tous ces 6 mois de mon amour, sur le porche en ardoise froide, elle semblait petite et terriblement déplacée, tout comme moi. Passe une bonne fête, fils. Je me suis retourné et je suis parti, je n'ai pas couru, je n'ai pas tapé du pied, j'ai marché pas après pas, d'une démarche régulière, vers mon vieux camion embarrassant. Papa, attends, l'entendis-je appeler depuis le porche, papa, n'oublie pas ton cadeau. Je suis monté dans le Toyota, j'ai mis la clé dans le contact, le moteur s'est mis en marche avec un grondement familier et fiable. J'ai regardé dans le rétroviseur, Nathan était debout sur son porche à côté de la maison de poupée, se tordant les mains, il avait l'air petit et pathétique. J'ai passé la vitesse et je suis parti sans me retourner. Il pensait que j'étais un pauvre vieil homme, il pensait que j'étais un fardeau, il pensait que lui et sa femme étaient aux commandes. Il avait oublié qui j'étais, pire, il avait oublié qui il était lui-même, et il était grand temps de le lui rappeler. Je ne suis pas rentré chez moi, mon domicile officiel. Le petit pavillon de 2 chambres où Nathan pensait que je comptais chaque centime se trouvait de l'autre côté de la ville, mais j'ai pris la direction opposée.
J'ai roulé vers l'est, passant l'aéroport Saint-Exupéry, dépassant les nouveaux campus technologiques, pour m'enfoncer profondément dans la zone industrielle de Vénissieux, la partie de la métropole qui ne figure jamais sur les cartes postales, là où les routes sont fissurées et où les bâtiments ne sont que des boîtes géantes sans fenêtres en acier ondulé. Le camion a cahoté sur un passage à niveau désaffecté, le ciel virait au violet froid et meurtri alors que le soleil se couchait. Je ne sentais plus la piqûre des mots de Nathan, ce commentaire sur l'esthétique, ce rejet brutal et désinvolte, ne me faisait plus mal, au contraire, c'était clarifiant, c'était le déclic final et lourd d'un verrou qui se met en place. Je me suis arrêté devant un entrepôt anonyme au bout d'une impasse, un panneau délavé sur la clôture grillagée indiquait « Menuiserie GR », c'était une société écran, l'une des nombreuses coquilles vides que j'avais mises en place il y a des décennies. Mon vieux Toyota semblait parfaitement à sa place ici, garé parmi des fourgonnettes de livraison rouillées et des palettes d'expédition abandonnées. Je suis sorti, l'air sentait le diesel et l'ozone industriel. J'ai tapé un long code sur un clavier rouillé et discret à côté d'une porte latérale en acier, la serrure a émis un bourdonnement lourd et je suis entré. Le rez-de-chaussée était exactement ce qu'il paraissait être. Un atelier caverneux, poussiéreux et dormant, de vieux tours à bois, des perceuses à colonnes et des scies circulaires massives reposaient sous de lourdes bâches grises couvertes d'une fine couche de sueur. C'est ce que Nathan pensait que je faisais de ma retraite, il pensait que je bricolais avec du bois, c'était mon hobby, oui, mais c'était aussi ma couverture, mon alibi. J'ai marché vers le fond, passant devant une salle de pause désaffectée où un seul néon clignotait de manière erratique, et je suis entré dans ce qui ressemblait à un placard de rangement sombre et graisseux rempli de vieux manuels et de chiffons huileux. J'ai poussé une lourde étagère métallique sur roulette. Derrière elle, ce n'était pas une cloison sèche, c'était une porte en acier renforcé dotée d'un scanner biométrique palmaire. J'ai placé ma main droite sur le verre froid, une petite lumière verte a scanné ma paume, la machine a émis un sifflement pneumatique et la porte scellée sous vide s'est ouverte. La pièce dans laquelle je suis entré était silencieuse, froide et obscure. J'ai actionné un interrupteur unique, et ce n'était pas un atelier, c'était un centre de commandement. Un long bureau incurvé faisait face à un mur de 6 grands moniteurs haute définition qui s'animèrent, baignant la pièce sans fenêtre d'une lumière bleu froide. Une baie de serveurs sécurisés clignotait silencieusement dans le coin, à côté d'une liaison satellite privée. Ce n'était pas la tanière de retraite d'un contremaître, c'était le bureau privé d'un homme qui déplaçait des millions d'euros avant que la plupart des gens n'aient fini leur café du matin. Je me suis assis dans le fauteuil en cuir noir ergonomique, le genre qui coûte plus cher que mon camion. J'ai regardé le bureau, il n'y avait qu'un seul objet dessus en dehors du clavier. Une petite plaque en laiton gravée sur mesure, un cadeau de départ à la retraite de mon vieux partenaire, Pierre Delacroix. Elle ne disait pas Grégoire Roche, elle disait simplement La Roche. Parce que je suis La Roche, je suis la fondation de Roche et Delacroix Logistique Globale, l'un des plus grands empires privés de fret et de logistique de toute la France et de l'Europe du Sud. Je ne travaillais pas à l'usine, je possédais l'usine, et les 200 camions qui la desservaient, et les 4 centres de distribution d'où ils expédiaient. Je n'avais pas pris ma retraite il y a 15 ans avec une petite pension et une montre en or. J'avais pris du recul après un rachat stratégique qui avait fait la une de la section Affaires des Échos. Ma valeur nette actuelle, à la clôture du marché ce matin, était de 82 millions d'euros. 82 millions. Et mon fils, mon enfant unique, mon héritier, venait de me dire que je n'étais pas le bienvenu pour Noël parce que moi, ma veste usée et mon vieux camion ruinerions son esthétique. J'ai regardé la seule photo dans la pièce, encadrée sur le mur face à mon bureau, c'était clair, ma défunte femme, elle riait, ses yeux plissés au coin. La photo avait été prise sur le porche de ce petit pavillon, celui-là même que je venais de passer 6 mois à reproduire en miniature. Claire, elle était la raison de tout cela. Elle avait grandi avec rien, j'avais grandi avec à peine plus que rien. Quand Pierre et moi avons lancé l'entreprise, nous n'étions que 2 avec 2 camions à plateau loué, nous travaillions 20 heures par jour, nous avons construit cette chose à force de courage, de vapeur de diesel et de poignées de main. Quand l'argent est finalement arrivé, il n'a pas coulé goutte à goutte, il est arrivé comme une inondation, et cela l'a terrifié. « Greg », m'avait-elle dit, sa main sur mon bras, sa voix toujours douce mais ferme comme l'acier. « Cet argent, c'est un outil, ce n'est pas une vie. Ne le laisse pas gâter Nathan. Ne le laisse pas le rendre faible. » Elle avait vu cela arriver à d'autres familles, des amis à nous qui avaient fait fortune, leurs enfants grandissaient, intitulés, mous, inutiles, héritant de fortune mais n'ayant jamais appris la valeur d'un seul euro gagné par leur propre sueur. « Promets-moi, Greg », avait-elle dit, sa voix mince dans cette chambre d'hôpital stérile juste avant que le cancer ne l'emporte, fais-le tenir sur ses propres pieds. Ne laisse pas cet argent être une malédiction. Laisse-le construire sa propre vie. Alors j'ai promis. Après sa mort, j'ai vendu la grande maison dans les Monts d'Or, j'ai emménagé dans le petit pavillon simple que nous avions aimé. J'ai créé le personnage du contremaître retraité. J'ai donné à Nathan une éducation de première classe, un fonds de démarrage modeste pour sa première maison, et puis j'ai pris du recul.
Je lui ai dit que l'héritage était en grande partie englouti par les factures médicales de Claire et quelques mauvais investissements. Je l'ai laissé penser que j'étais juste un autre retraité qui s'en sortait, confortable mais pas riche. Je voulais qu'il construise sa propre vie, je voulais qu'il devienne un homme, je voulais qu'il soit fier de lui-même, pas du compte en banque de son père. J'ai regardé les moniteurs. J'avais observé. Je pensais que je le protégeais. Mais Claire et moi, nous avions tort, nous étions si naïfs. Nous pensions que le fait d'avoir de l'argent le corromprait, il ne nous est jamais venu à l'esprit que l'idée de l'argent, la fin de l'argent, la honte profonde et durable de ne pas en avoir assez par rapport à ses pairs, le corromprait tout autant, sinon plus. Il n'a pas grandi fort et indépendant, il a grandi amer et plein de ressentiments. Il a vu ma vie simple non. Pas comme un choix philosophique, mais comme un échec personnel, son échec génétique. Il a épousé une femme, Diane, qui était tout aussi affamée, tout aussi obsédée par le statut, tout aussi honteuse des débuts modestes qu'il était. Il ne construisait pas une vie, il construisait une marque, une esthétique, et moi, le père dont il avait honte, le pauvre vieil homme, j'étais le plus grand obstacle à cette esthétique. La froideur que je ressentais sur ce porche n'était pas seulement l'air de l'hiver, c'était la réalisation absolue et glaçante que le plus grand projet de ma vie, mon fils, était un échec catastrophique. Ma promesse à Claire, ma grande expérience de 15 ans en humilité, avait complètement échoué. Cela ne l'avait pas rendu fort, cela l'avait rendu cruel. Mes doigts, stables et sûrs, se sont déplacés sur le clavier crypté. J'ai ouvert une ligne sécurisée. Ça a sonné 2 fois. Delacroix. Sa voix était rocailleuse, professionnelle, toujours professionnelle. Pierre Delacroix, ou Peterson, comme on l'appelait parfois dans nos affaires internationales, avait été mon avocat, mon conseiller financier et mon confident le plus proche pendant 40 ans. Il était la seule autre personne sur Terre à connaître toute la vérité. C'est Greg, dis-je. La température dans le centre de commandement était constante à 20 degrés, mais ma voix semblait plus froide. Greg, il marqua une pause, il connaissait ma voix, il savait aussi que je ne l'appelais jamais sur cette ligne à moins que quelque chose n'aille mal. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin que tu sortes un dossier, dis-je, ignorant sa question. La fiducie familiale Nathan Roche. J'entendis le bruit de la frappe sur son clavier. Pierre était de la vieille école, mais il était rapide. Je l'ai, dit-il. La propriété des Monts d'Or, celle dans le domaine privé, évaluation à 1,5 million. Qu'est-ce qu'il y a? Rafraîchis-moi la mémoire, Pierre, l'arrangement exact tel qu'il est. C'est juste comme nous l'avons structuré il y a 10 ans, dit-il. Tu as acheté la propriété directement via une société écran, Asterisk Holdings des Collines Asterisk. Tu as ensuite créé la fiducie et transféré le titre à celle-ci. Nous avons mis en place un faux accord hypothécaire via une société de gestion tierce. Nathan pense qu'il paie un prêt immobilier de 3 000 € chaque mois à une banque au Luxembourg. Et où vont réellement ces 3 000 €? Demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse, j'avais juste besoin de l'entendre, j'avais besoin de verser du sel sur la plaie ouverte. Selon tes instructions, dit Pierre, c'est redirigé. 100% de la somme est déposée directement dans un fonds d'investissement blindé séparé pour ta petite fille, Émilie Roche. À la clôture de ce matin, ce compte détient. J'entendis plus de frappes. Juste un peu plus de 430 000 €. C'était une configuration brillante. Greg. Un plan d'épargne forcé pour sa fille. Sa fille, ma petite fille, la petite fille dont je venais d'être expulsé de la fête d'anniversaire. La petite fille dont le père avait honte de moi. J'ai regardé les moniteurs, j'ai pensé à la maison de poupée assise sur ce porche en ardoise froide. Annule tout, dis-je. Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Pierre n'était pas seulement mon avocat, il était mon ami, il avait tenu la main de Claire aux funérailles avec moi. Greg, demanda-t-il, sa voix prudente. Qu'est-ce que tu veux dire par annuler tout? Je veux dire exactement ça. Annule l'arrangement entier aujourd'hui. Je veux que tu dissolives la revendication de la fiducie sur la propriété. Transfère le titre de Asterisk Holdings des Collines Asterisk vers le portefeuille corporatif principal de Roche et Delacroix. Ferme le faux accord hypothécaire. Et je veux que tu arrêtes la redirection automatique de ce paiement de 3 000 €. Greg, si tu fais ça, la société de gestion enregistrera un défaut. Immédiat. Je sais, l'interrompis-je. C'est le but. Mais Nathan, il sera pris au dépourvu. Il s'en sortira, dis-je, ma voix plate. Il s'inquiète pour son esthétique. Cela lui donnera quelque chose de réel à s'inquiéter. Pierre resta silencieux un long moment, il savait qu'il ne fallait pas pousser, mais il devait être sûr. C'est un mouvement significatif, Greg. Es-tu certain que ce n'est pas?
Ce n'est pas juste toi qui es en colère. C'est une décision permanente. J'ai pensé au visage de Nathan, la panique, la honte, la faiblesse. J'ai pensé aux mots froids et méprisants de Diane, embarrassant, ruiner l'esthétique. Étais-je en colère? Non. La colère est chaude. Ce que je ressentais était la précision froide et propre d'un glaçon. C'est une décision d'affaires, Pierre, dis-je. L'actif est mal géré. Les occupants actuels ne sont pas fiables. Ils sont un risque pour la marque. Je récupère l'actif. Pierre soupira. Il connaissait ce ton, c'était Laroche qui parlait maintenant, pas le grand-père. Très bien, Greg, dit-il, sa voix redevenant professionnelle. Je vais déposer les documents de transfert immédiatement. Ce sera fait d'ici la fin de la journée. Et pour la société de gestion. Envoie-leur un avis standard officiel. Ordonnez-je. Dis-leur que Tasterisk Holdings des collines Asterisk récupère la propriété. Je veux qu'un avis de saisie standard, dans les règles de l'art, avec un délai de 30 jours, soit envoyé aux occupants. Par courrier recommandé, demain matin. 30 jours, répéta Pierre. C'est agressif, Greg. Surtout juste avant Noël. Est-ce que ça l'est? J'ai regardé la photo de Claire. Ils ne m'attendaient pas pour Noël. Maintenant, ils auront autre chose sur quoi se concentrer. Envoie-le. C'est fait, dit-il. Y a-t-il autre chose? Oui, dis-je. Je veux que tu commences à creuser. Je veux savoir pourquoi ils étaient si désespérés que je sois parti. Ils ont des ennuis, Pierre. Je peux le sentir. Nathan m'a menti il y a 6 mois à propos de son travail. Il m'a fait co-signer une ligne de crédit de 200 000 €. Il a dit que c'était juste au cas où. Je veux savoir s'il y a touché. Je veux savoir ce qu'il cache. Je mettrai mes enquêteurs dessus immédiatement, dit Pierre. J'aurai des réponses pour toi dans les 48 heures. Bien. Merci, Pierre. J'ai raccroché le téléphone. Je ne me suis pas levé, je suis resté assis là dans la lumière bleue des moniteurs. Le premier mouvement était fait, le premier fil était coupé. Nathan et Diane étaient en ce moment même encore à l'intérieur de cette maison à 1,5 million, riant, buvant, célébrant leur vie parfaite et esthétiquement plaisante. Ils n'avaient aucune idée que les fondations sur lesquelles ils se tenaient venaient de tomber en poussière. Ils pensaient qu'ils avaient 30 jours. Ils ne réalisaient pas qu'ils avaient déjà tout perdu. 2 jours passèrent. Le silence était profond, presque assourdissant. C'était la veille de Noël. J'ai passé la journée dans l'atelier de mon garage, celui attaché à mon petit pavillon, celui qui sentait les copeaux de pin, la vieille huile et le vernis que Claire aimait tant. C'était la vie que Nathan et Diane imaginaient pour moi. Un vieil homme solitaire bricolant avec des chutes de bois, vivant dans le passé. Ils n'avaient pas entièrement tort. Je vivais dans le passé. Je ponçais un petit train en bois simple, un cadeau tardif pour le petit-fils d'un voisin. Mes mains étaient stables, le ciseau se déplaçait doucement, sculptant les contours de la locomotive. C'était ma paix, c'était ce que Claire et moi avions choisi, une vie tranquille. Alors que je travaillais le tranchant de mon ciseau, raclant le bois, je pensais à eux. J'imaginais leur Noël, l'arbre immense et parfait importé d'Oregon ou des forêts du Nord, dégoulinant de lumière blanche, les décors de table froids et minimalistes, les traiteurs dans la cuisine s'affairant. En silence. Je me demandais si Émilie avait jamais reçu la maison de poupée ou si elle avait été fourrée dans leur garage, cachée, jugée trop folklorique ou trop artisanale pour l'esthétique épurée de Diane. Je me demandais si les parents de Diane étaient arrivés et si Nathan jouait avec succès le rôle du gendre idéal, son visage douloureux à force de maintenir un sourire forcé. L'accusé de réception du courrier recommandé de Pierre confirmait que l'avis de saisie avait été livré hier après-midi. Diane l'aurait signé. Il l'aurait ouvert. Il l'aurait lu. Et pourtant, pendant 2 jours, rien. Le silence était presque décevant. Peut-être pensais-je qu'ils avaient un plan de secours. Peut-être étaient-ils plus riches que je ne le savais. Peut-être n'avaient-ils pas besoin de la maison. Peut-être que mon seul mouvement, mon unique acte de défiance, n'avait rien signifié du tout. J'ai fini de poncer la petite locomotive. Le soleil s'est couché. 17 heures. 18 heures. Je suis rentré à l'intérieur. J'ai ouvert une boîte de conserve de chili et je l'ai réchauffée sur la cuisinière. Je me suis assis à ma petite table de cuisine, celle que Claire et moi avions achetée dans une brocante en 1978. La maison était calme. 19 heures. 20 heures. La veille de Noël. J'aurais dû me sentir seul, j'aurais dû sentir la piqûre du rejet de mon fils. Je ne l'ai pas senti. Je me sentais calme, du calme profond et lourd d'un homme qui a enfin pris une décision et qui attend juste que les conséquences arrivent. À exactement 21h07, la tempête éclata. Mon vieux téléphone à clapet,
le simple téléphone basique que je portais pour maintenir ma couverture, commença à vibrer sur la table de cuisine. Il ne vibrait pas simplement, il bourdonnait avec une énergie si frénétique qu'il dérapa sur le comptoir en formica. J'ai regardé le petit écran pixelisé, Nathan. Je l'ai fixé. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 10 fois. Ça s'est arrêté. Silence pendant 3 secondes et ça a recommencé. Nathan. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Ça s'est arrêté. 3 secondes. Ça a sonné à nouveau. Cette fois, Diane. Son nom clignotait sur le petit écran. J'ai souri, un petit sourire serré. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Cela a continué sans exagération pendant 20 minutes. C'est devenu un rythme alterné et frénétique d'appels entrants. Nathan. Diane. Nathan. Diane. Il n'appelait pas simplement pour discuter, il paniquait. Il me pinguait l'un après l'autre comme 2 personnes qui se noient se battant pour une seule bouée de sauvetage. Finalement, la maison retomba dans le silence. Le téléphone gisait sur la table, épuisé. Je l'ai ramassé. L'écran brillait de notifications, 38 appels manqués, 22 nouveaux messages vocaux. Je me suis versé un verre d'eau. Je me suis assis. J'ai mis le haut-parleur. J'ai appuyé sur lecture. Le premier message était de Nathan. Sa voix était méconnaissable. Ce n'était pas la voix de l'homme confiant et méprisant qui m'avait refoulé de son Porsche, c'était le couinement aigu et essoufflé d'un garçon terrifié. Papa. Papa. Réponds au téléphone. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? La banque. La banque a appelé. Ils ont dit la maison. Papa, c'est une saisie. Ils ont dit qu'on a 30 jours. 30 jours. Ça doit être une erreur. C'est Noël. Papa, tu dois appeler la banque. Tu dois arranger ça. Arranger ça. Le message se termina par un clic maladroit et abrupt. Le suivant commença instantanément. Diane. Sa voix n'était pas un couinement, c'était un grognement bas et vicieux, le son d'un animal acculé. Toi. Tu as fait ça. Espèce de vieux fou sénile. Tu penses que c'est drôle? Tu penses que tu peux nous ruiner? On a reçu la lettre. Notre avocat a dit que c'est réel. Tu as annulé le paiement. Comment. Oses-tu? Tu vas les rappeler et tu vas arranger ça tout de suite ou je jure devant Dieu. Grégoire, je vais. Clique. Le message suivant. Nathan encore, cette fois clairement en train de sangloter. Papa, s'il te plaît. Les parents de Diane sont là. Ils ont tout entendu. Ils nous regardent comme. Papa, ma vie est finie. Mon travail, la maison, tout. Tu dois arranger ça. C'était juste un commentaire stupide sur Noël. C'était juste un commentaire stupide. Tu ne peux pas détruire nos vies pour un commentaire stupide. Clique. Diane à nouveau. Grégoire, si tu ne décroches pas ce téléphone, on vient là-bas. On prend la voiture maintenant et tu vas arranger sa espèce de vieux misérable égoïste. Clique. J'ai écouté les 22 messages. C'était une symphonie de désespoir, un opéra chaotique d'une heure descendant de la confusion à la rage, puis aux pleurs, et enfin aux menaces totalement incohérentes. Quand le dernier message s'est terminé, j'ai appuyé sur supprimer. Je me suis adossé à ma chaise. La maison était silencieuse une fois de plus. J'ai analysé ce que je venais d'entendre. La panique, la terreur animale pure dans leur voix, et quelque chose ne collait pas. Perdre une maison est grave. C'est une catastrophe, surtout pour des gens comme eux. Avoir cela arrive la veille de Noël devant vos beaux-parents riches est une humiliation au-delà des mots. Je comprenais cela. Mais ça, c'était plus que de l'humiliation. C'était l'Armageddon. C'était une terreur de type « ma vie est finie ». Ce n'était pas la réaction d'un homme de 42 ans qui a réussi et de sa femme riche qui viennent de perdre leur résidence principale. Il serait embarrassé, il serait furieux, mais détruit? Non. S'il perdait cette maison, il déménagerait simplement, il louerait, il réduirait la voilure. Il serait en colère, oui, mais il ne sonnerait pas comme si leur monde venait de s'effondrer. Cette réaction ne concernait pas la perte d'une maison à 1,5 million. C'était la réaction de 2 personnes qui venaient de perdre leur seule bouée de sauvetage. C'était la panique de gens qui n'avaient pas seulement perdu leur esthétique, mais qui venaient de perdre leur voie de sortie. Ils ne s'inquiétaient pas seulement de savoir où ils allaient vivre, ils étaient terrifiés par ce qu'ils fuyaient. Et puis je me suis souvenu d'il y a 6 mois. Le souvenir m'a frappé avec la force d'un coup physique. C'était un après-midi de juillet chaud et humide. Nathan était apparu à mon pavillon à l'improviste. C'était inhabituel, il venait rarement dans mon quartier pauvre. Il portait un jean et un polo simple, pas ses costumes sur mesure habituels. Il jouait un rôle même alors. Il s'était assis à ma table de cuisine,
celle que Claire et moi avions refinie à la main. Il passait sans cesse ses mains dans ses cheveux. « Papa » avait-il dit, ses yeux fixés sur une égratignure dans le vieux plateau en formica. « Je suis dans une situation difficile. » J'avais attendu. « Les choses au cabinet ne vont pas bien » avait-il dit. « Le marché est en baisse. Il parle de licenciements, de gros licenciements. Je pense que je suis sur la liste. » Je me souviens avoir ressenti un petit pincement de tristesse. Pas de surprise, juste de la tristesse. « Je suis désolé d'entendre ça, fils » avais-je dit. « Ouais, eh bien. » Il m'avait enfin regardé et ses yeux étaient remplis d'une sincérité désespérée et pratiquée. « Je ne demanderai pas. Tu sais que je ne le ferai pas. » Mais Diane, elle est terrifiée. « Si je suis licencié, nous ne pourrons pas couvrir l'hypothèque, les paiements de voiture. Nous avons besoin d'un filet de sécurité. Juste pour un petit moment. Juste jusqu'à ce que je trouve quelque chose de nouveau. » « De quoi as-tu besoin, Nathan ? » ?»« Juste d'une cosignature, papa. Une ligne de crédit. 200 000. C'est juste un filet de sécurité. Je promets que je n'y toucherai même pas à moins que ce ne soit une véritable urgence. La banque ne l'approuvera tout simplement. Pas pour moi seul en ce moment avec les rumeurs au cabinet. Mais avec ton nom dessus, ton bon crédit. Mon bon crédit. Le bon crédit d'un contremaître d'usine retraité. Il n'avait aucune idée de ce qu'il demandait vraiment. Il ne savait pas qu'il demandait à une société de 82 millions d'euros de garantir son filet de sécurité. J'avais hésité. Je m'étais souvenu de la voix de Claire. Ne le laisse pas le rendre faible. Mais ensuite j'avais regardé mon fils. Il avait l'air brisé. Je pensais qu'il apprenait enfin l'humilité. Je pensais qu'il venait vers son père pour obtenir de l'aide. Je ne pouvais pas laisser ma petite fille être à la rue. D'accord, fils, avais-je dit. Je co-signerai, mais c'est pour les urgences seulement. Tu comprends? Absolument, papa. Merci. Je promets. Tu ne sauras même pas que c'est là. Maintenant, assis dans ma cuisine la veille de Noël, le silence de la maison ressemblait à une tombe. Tu ne sauras même pas que c'est là. La panique dans sa voix sur la messagerie vocale. Ce n'était pas seulement à propos de la maison. C'était à propos des 200 000 euros. J'ai pris mon téléphone sécurisé du bureau au sous-sol. J'ai composé le numéro abrégé de Pierre Delacroix. Il a décroché à la première sonnerie. Il travaillait toujours. Pierre, c'est encore moi. Greg, j'ai entendu le feu d'artifice, dit-il sèchement. 38 appels manqués. Ils ont l'air en détresse. Leur panique est fausse, Pierre, dis-je, ma voix basse. C'est trop. Ce n'est pas seulement la maison, ils cachent quelque chose d'autre, quelque chose de plus gros. Qu'est-ce qu'il te faut? Il y a 6 mois, j'ai co-signé une ligne de crédit pour Nathan. 200 000 euros. Il a promis qu'il n'y toucherait pas. Il a dit que son travail était en jeu. J'entendis Pierre laisser échapper un long soupir lent. Le son d'un homme qui a déjà vu ce film. Greg. Je veux savoir, Pierre. Je veux savoir pourquoi ils étaient si désespérés que je sois parti. Je veux savoir pourquoi ils prévoyaient de quitter le pays le jour de Noël. Et je veux savoir combien il reste dans cette ligne de crédit. Je veux savoir tout ce qu'il a fait ces 6 derniers mois. Pierre resta silencieux un instant. Greg, je peux trouver ça. Je peux avoir des réponses pour toi d'ici demain matin. Mais tu dois être prêt. S'il a menti sur la maison, il a menti sur ça aussi. Es-tu prêt pour ce que je pourrais trouver? J'ai regardé la vieille horloge au mur. L'horloge de Claire. Tac, tac, tac. Je ne suis pas celui qui a besoin d'être prêt, Pierre, dis-je. C'est lui. C'était le matin de Noël. Le reste de la ville était calme, un monde de papier cadeau froissé et de petits déjeuners en famille. J'étais dans mon centre de commandement, le bureau sécurisé sans fenêtre cachée derrière la façade poussiéreuse de mon entrepôt. J'y étais depuis 5 heures du matin, fixant les moniteurs sombres, buvant une tasse de café noir qui avait le goût de la cendre. J'attendais. La ligne cryptée a émis un pépiment exactement à 8h01. J'ai mis le haut-parleur. Pierre. Greg. C'était tout ce qu'il fallait. En 40 ans, j'avais entendu la voix de Pierre Delacroix annoncer des rachats d'entreprises, des fusions hostiles et la mort de ma femme. Je connais tous ces tons. C'était un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. C'était le son d'un homme qui était professionnellement dégoûté et personnellement le cœur brisé. Tu es sur haut-parleur, Pierre. Dis-moi ce que tu as trouvé. Je vais commencer par la ligne de crédit, dit-il, sa voix coupante, tout à faire. La ligne de 200 000 euros que tu as co-signée il y a 6 mois.
Tu as demandé s'il y avait touché. Et il n'y a pas seulement touché, Greg. Il l'a activé le jour même où tu as signé. Le jour même. Le premier retrait était de 50 000. Les 150 restants ont été siphonnés en 4 transactions séparées au cours des 2 semaines suivantes. Le compte est à zéro depuis 5 mois et demi, accumulant des intérêts. La tasse de café semblait lourde dans ma main. Il m'avait menti en face. Le filet de sécurité n'était pas un filet de sécurité. C'était le plan. Il était venu me voir alors qu'il savait déjà qu'il avait besoin de l'argent. D'accord, dis-je. C'est le quoi. Maintenant dis-moi le pourquoi. Son travail. J'entendis Pierre prendre une profonde inspiration. C'était celle qu'il ne voulait pas dire. Greg. Nathan ne s'inquiétait pas d'être licencié. J'attendis. Il a été viré il y a 6 mois. Le jour avant qu'il ne vienne te voir pour la ligne de crédit. J'ai fermé les yeux. L'image de lui dans ma cuisine il y a 6 mois, ayant l'air si abattu, si humble, a flashé dans mon esprit. Tout n'était qu'une comédie. Une performance pour obtenir 200 000 € de son pauvre vieux père. Pourquoi ? Demandai-je. Ma voix était calme. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ce n'était pas un licenciement économique, Greg, dit Pierre. C'était un licenciement pour faute grave. J'ai parlé à leur conseiller juridique général. Il ne voulait pas parler au début, mais quand j'ai mentionné mon nom et le tien, il s'est ouvert. Il a dit qu'ils essayaient de gérer ça discrètement par respect pour toi, mais ils montaient un dossier. Un dossier pourquoi ? Pierre arrêta de tourner autour du pot. Détournement de fonds. Le mot resta suspendu dans l'air stérile du bureau. Détournement de fonds. Ce n'était pas un mot que j'associais à ma famille. C'était un mot pour les tableurs, pour les journaux, pour les étrangers en costume bon marché menés vers les tribunaux. Ce n'était pas un mot pour mon fils. Il n'a pas juste pris un peu, Greg, continua Pierre, sa voix durcissant. Il faisait ça depuis plus d'1 an, écrémant les comptes séquestres des clients, déplaçant des fractions de centimes, puis des euros entiers, puis des milliers. Il était intelligent, il couvrait ses traces, mais il est devenu gourmand. Il est devenu négligent. Ils l'ont attrapé. J'essayais de respirer. Combien ? Leur audit interne a trouvé qu'il avait volé un peu plus de 190 000 €. J'ai fait le calcul dans ma tête. Il a volé 190. Il a emprunté 200. Il avait utilisé mon argent, mon bon nom, pour rembourser l'argent qu'il avait volé. Il avait utilisé la fraude pour couvrir son vol. Donc, la ligne de crédit, il les a remboursés. Demandai-je. Il l'a fait, confirma Pierre. Il a remboursé le cabinet en totalité, anonymement, via un compte tiers. Il essayait de faire disparaître les charges criminelles. Il essayait d'acheter leur silence avant qu'ils ne déposent plainte. Et l'ont-ils fait? Non. Pierre dit qu'ils ont pris l'argent, mais ils déposent quand même plainte. Le détournement de fonds est un crime. La restitution ne le fait pas simplement disparaître. Ils préparent le dossier criminel maintenant. Ils allaient lui signifier les papiers après le Nouvel An. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au mur de béton de l'entrepôt. J'ai appuyé mon front contre la surface froide des rugueuses. Mon fils était un voleur. Il n'était pas faible. Il n'était pas simplement influencé par sa femme avide. C'était un criminel. Il m'avait regardé dans les yeux et avait fabriqué un mensonge sur des licenciements pour me manipuler et me faire donner l'argent dont il avait besoin pour couvrir son propre crime. Et j'étais tombé dans le panneau. Moi, Grégoire Roche, l'homme qui avait bâti un empire de 82 millions d'euros en lisant les gens, en ne manquant jamais un angle, j'avais été joué comme un violon bon marché par ma propre chair et mon propre sang. « Greg, tu es toujours là ?» demanda Pierre. « Je suis là. » Ma voix était un râle. Donc, la saisie, leur panique, tout prend sens maintenant, dit Pierre, réfléchissant à voix haute. Perdre la maison était grave. Mais perdre la maison quand tu n'as pas de travail, quand tu as 200 000 € de dette, et quand des charges criminelles sont sur le point de tomber, ce n'est pas juste un revers. C'est échec et mat. Échec et mat. Il n'avait aucun revenu, chuchotai-je, réalisant l'ampleur de la chose. Il n'a eu aucun revenu depuis 6 mois. Il vivait sur cette ligne de crédit, est ma ligne de crédit, et tout ce qu'il en restait, Greg, ce qui n'était pas beaucoup. J'ai pensé à Diane, son obsession pour l'esthétique, ses vêtements coûteux, les fêtes, la Mercedes. Ils ne vivaient pas simplement au-dessus de leurs moyens. Ils vivaient entièrement sur MES moyen, sur mon nom. Merci, Pierre, dis-je. Il y a encore une chose, dit-il. Le pourquoi. Pourquoi était-il si désespéré que tu sois parti pour Noël? Ce n'est pas juste parce qu'il cachait ça. C'est pire.
Mon sang se glaça. Pire? Comment cela peut-il être pire que le détournement de fonds? Pierre, j'aurai le rapport complet pour toi demain, dit-il. Cette partie, j'ai besoin de la vérifier en personne. C'est incroyable. Greg, reste en sécurité et ne leur parle pas. Pas avant d'avoir entendu ce que j'ai à dire. Il raccrocha. Je restai debout dans le silence de mon bureau. Le calme que je ressentais la veille de Noël avait disparu. La précision froide avait disparu. Elle était remplacée par une rage lente, brûlante et radioactive. Il ne m'avait pas seulement insulté. Il ne m'avait pas seulement menti. Il m'avait utilisé. Il avait utilisé mon amour, ma confiance et mon bon nom pour couvrir un crime. Et il cachait encore quelque chose. J'ai regardé le téléphone. Je savais qu'ils allaient rappeler. Ils étaient désespérés. Ils étaient piégés. Et les animaux piégés sont les plus dangereux. J'ai décroché le téléphone et composé le numéro de mon chef de la sécurité. Alexandre, dis-je, j'ai besoin d'une équipe de surveillance complète sur la maison de mon fils. Je veux savoir à qui ils parlent. Je veux savoir où ils vont, et je veux une protection rapprochée sur ma petite fille, Émilie. Avec effet immédiat. Mon fils pensait qu'il se battait pour une maison. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. J'essayais encore de traiter les chiffres. 190 000 euros volés. 200 000 euros empruntés, mon nom, ma dette, mon fils un criminel. Toute ma vie, j'avais construit une forteresse de sécurité financière. Je l'avais fait pour protéger ma famille, pour leur donner la seule chose que Claire et moi n'avions jamais eue, la paix. Et en un après-midi, mon fils avait pris cette forteresse, mon nom, ma réputation, et il l'avait liée à son propre navire en train de couler. Donc, dis-je, ma voix à peine un murmure, il est ruiné. C'est un voleur. Il risque la prison. Et je me retrouve avec l'ardoise de 200 000 euros. C'est la forme que ça prend, Greg. La voix de Pierre sortit du haut-parleur, lourde de mauvaises nouvelles. Mais ça, c'est juste le quoi. Ça n'explique toujours pas le pourquoi. Pourquoi Noël? Pourquoi le désespoir de te sortir de cette maison? Pourquoi? Les 38 appels manqués. Ça semblait toujours disproportionné. J'ai passé ma main sur mon visage. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça ressemble à une image assez complète du désespoir pour moi, Pierre. Non, dit Pierre. Pense comme eux. Ils sont coincés. Ce sont des rats. Ils viennent de perdre leur maison. Ils sont sur le point d'être exposés. Quel est leur prochain mouvement? Ils ne restent pas assis là à attendre la police. Ils courent. Je me penchai en avant, mes mains agrippant le bord de mon bureau. Continue. J'ai fait ce que tu as demandé, Greg. J'ai creusé profond. J'ai mis nos enquêteurs sur leurs dossiers de voyage, leurs achats récents, leur activité en ligne, et je l'ai trouvé. Ce n'était pas juste pour te cacher. L'avis de saisie. Ce n'était pas juste pour l'esthétique. C'était pour leur stratégie de sortie. Ton fils et sa femme, Greg, ils prévoyaient de fuir le pays. Les mots me frappèrent. Fuir. Tout abandonner. M'abandonner. Abandonner leur fille? Où? Demandai-je. Billets allés simples réservés il y a 3 semaines. Départ de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Destination, aéroport international Owen Roberts. Grand Cayman. Les îles Caïmans, bien sûr, un pays sans extradition facile, un endroit pour disparaître avec tout l'argent qu'il vous reste. Et la date de départ, Greg, dit Pierre, sa voix baissant. C'est le coup de grâce. La date de départ était aujourd'hui, le 25 décembre, jour de Noël, à 15h30. Tout s'emboîta. La cruauté, l'urgence, le besoin absolu d'avoir le pauvre vieux papa hors du chemin, ils avaient besoin que je parte, dis-je, la réalisation s'installant comme de la glace dans mon estomac. Ils avaient besoin de la maison pour Noël, pas pour ses parents. Ses parents ne venaient jamais. Ils avaient besoin de la maison pour avoir l'air normal. Ils avaient besoin de garder les apparences jusqu'à la dernière seconde possible. Exactement, dit Pierre. Ils avaient besoin de sembler être la famille heureuse parfaite jusqu'à ce qu'ils fassent leurs valises, conduisent à l'aéroport et s'évaporent. Le temps que quiconque réalise qu'ils étaient partis, le temps que tu réalises qu'ils étaient partis, ils seraient sur une plage, et tu resterais avec l'ardoise. J'ai pensé à la voix de Diane. Je ne peux pas avoir ça ruinant toute l'esthétique de Noël. Elle ne s'inquiétait pas pour ses parents. Elle s'inquiétait pour son alibi. Elle s'inquiétait que ma présence, ma pauvreté, mes questions ne détricotent d'une manière ou d'une autre leur plan avant qu'ils ne puissent l'exécuter. Mon avis de saisie, mon unique acte de défiance avait été une balle perdue qui avait frappé leur plan d'évasion en plein moteur.
Ils allaient me laisser, chuchotai-je. Ce n'était pas une question. Ils allaient me laisser avec une dette de 200 000 €, une enquête criminelle sur mon prêt cosigné, et ils allaient disparaître. Ils ne fuyaient pas seulement la loi. Ils me fuyaient moi. Ils allaient abandonner leur fille, Émilie. Mon sang se glaça. Attends, Pierre. Les billets. Tu as dit billets, allez simple au pluriel. Qui voyageait? J'entendis Pierre remuer des papiers. 2 billets adultes, Greg. Nathan Roche, Diane Roche. C'est tout. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Et Émilie? Et ma petite fille? Pierre était silencieux. Pierre, dis-je, ma voix montant. Et la petite fille de 7 ans? Sa fête d'anniversaire était il y a 2 jours. Greg, dit Pierre, sa voix calme et peinée. Il n'y avait pas de billet pour Émilie. Il la laissait derrière. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. C'était un niveau de monstruosité auquel je n'étais pas préparé. Voler son propre père, le trahir, fuir, c'était de la cupidité. C'était de la lâcheté. Mais abandonner son propre enfant, sa fille de 7 ans, l'abandonner le jour de Noël, la laisser derrière pour affronter les retombées des crimes de ses parents, ce n'était pas juste de la cupidité. C'était le mal pur et non dilué. Ils allaient la laisser avec moi, le vieil homme sénile et incompétent dont ils avaient si honte. C'était leur plan. Laisser la fille, prendre le dernier argent liquide et disparaître. Pierre, dis-je, ma voix tremblante, non de rage, mais d'une horreur si profonde qu'elle me rendait malade. Je sais, Greg, dit-il doucement. Je sais. Mais Pierre, ça ne colle toujours pas, dis-je, mon esprit s'emballant, essayant de trouver une pièce, n'importe quelle pièce qui ne rentrait pas dans ce puzzle horrible. Pourquoi? Pourquoi la panique? S'il prévoyait de courir, pourquoi mon avis de saisie les a-t-il arrêtés? Pourquoi cela? Pourquoi cela les a-t-il détruits? Pourquoi ne pas juste courir plus tôt? Parce que Greg, dit Pierre, et j'entendis la dernière pièce terrible du puzzle s'emboîter, parce qu'ils avaient besoin de courir avec de l'argent. Et leur plan pour obtenir cet argent, c'était beaucoup, beaucoup plus gros que les 200 000 € que tu as déjà perdus. J'attendis. C'est la partie que je devais vérifier en personne, dit Pierre. C'est la partie que je ne voulais pas croire. Greg, les billets pour les Caïmans n'étaient que l'étape 1. L'étape 2 était le vrai plan et c'était prévu pour demain, le 26 décembre. Qu'est-ce qui était prévu pour demain? Pierre? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déposé une requête d'urgence auprès du tribunal d'instance. Pierre dit, ils ne fuyaient pas seulement la loi, Greg. Ils planifiaient un vol à grande échelle. Leur plan, le vrai plan, était de te faire déclarer légalement mentalement incompétent. Qu'est-ce qui était prévu pour demain, Pierre? Demandai-je. Ma voix était basse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pierre laissa échapper un long soupir lourd. Le genre de son qu'un homme fait quand il doit prononcer une éloge funèbre pour quelqu'un qui est encore en vie. Greg, dit-il, et sa voix était peinée. Les billets pour les Caïmans, le détournement de fonds, c'était juste eux essayant d'arrêter l'hémorragie. Le vrai plan, celui sur lequel ils travaillent depuis des mois, c'était prévu pour le 26 décembre, demain. Il fit une pause. Ils ont déposé une requête d'urgence auprès du juge des tutelles. Mon esprit devint blanc. Une requête? Une audience? Quel genre d'audience, Greg? Dit-il, et je pouvais l'entendre se préparer. Ils ont déposé une demande pour une mise sous tutelle d'urgence. Ils allaient te faire déclarer légalement, mentalement incompétent. Les mots n'avaient pas de sens. Incompétent? Moi? Je sentis un rire creux et étrange bouillonner dans ma poitrine. Il mourut avant d'atteindre mes lèvres. Quoi? Sur quel motif? Sur les motifs, dit Pierre, sa voix dégoulinant maintenant de mépris professionnel, que tu souffres de démence sénile, que tu es un danger pour toi-même et tes finances, que tu n'es plus capable de prendre des décisions rationnelles. Je fixai le mur de béton. Mon fils Nathan, le garçon à qui j'avais appris à lire, le garçon dont j'avais soigné les fièvres, le garçon que j'avais protégé. Il essayait de me faire interner. Mais les preuves, bégayai-je. Il n'y a pas de preuves. Je suis parfaitement bien. Je viens de parler à mon médecin le mois dernier. Tu n'as pas besoin de vraies preuves pour une requête d'urgence, Greg. Tu as juste besoin de témoignages. Et ils en avaient. Nous avons sorti le dossier. Ils avaient des affidavits notariés sous serment de 3 amis de Diane. Des amis qui, selon notre enquêteur, ont tous reçu des honoraires de consultation de Diane la semaine dernière. Tous les 3 jurant qu'ils avaient vu ton déclin mental rapide.
Je me sentis malade. Ils avaient un récit complet, Greg, continua Pierre, sa voix froide comme un scalpel. Ils ont peint un tableau. Ils ont dit au tribunal que tu es un vieil homme vivant dans une pauvreté abjecte et une négligence de soi. Ils ont prétendu que tu refusais les soins, que tu étais instable. Ils ont même... Greg, ils ont même tordu ton hobby, ma menuiserie. Ils ont appelé ça une obsession compulsive avec des objets enfantins. Ils ont appelé ta maison de poupée un signe clair d'une régression vers l'enfance. Ils allaient utiliser le cadeau même que tu as fait pour ta petite fille comme preuve que tu avais perdu la tête. J'ai pensé à la maison de poupée assise sur ce porche. J'ai pensé aux 6 mois d'amour que j'y avais versés. Et ils allaient utiliser ça comme une arme. Le plan était simple, Greg. Pierre dit qu'il se présenterait à l'audience demain comme la famille inquiète. Ils présenteraient les affidavits de leurs amis payés. Ils diraient au juge avec des larmes dans les yeux que tu étais devenu erratique et paranoïaque. Ils allaient même utiliser l'incident à la fête contre toi. Quoi? Mais c'était eux qui... Bien sûr, coupa Pierre. C'est parfait. Ils diraient, nous l'avons invité pour l'anniversaire de sa petite fille, votre honneur. Et il nous a juste fixé, a laissé son cadeau et est parti. Il était confus. Il ne nous a même pas reconnus. Ils ont fabriqué les preuves, Greg. Ils ont piqué l'ours et ensuite ils ont prévu d'aller au tribunal pour se plaindre que l'ours avait grogné. Mon fils avait fait ça. Et ensuite quoi? Chuchotait je. C'était quoi la fin du jeu? La fin du jeu. La voix de Pierre était tranchante. La fin du jeu était d'obtenir du juge, qui n'aurait que leur version de l'histoire, qui leur accorde une tutelle temporaire d'urgence. Il t'aurait fait interner, placé dans un établissement sécurisé, une maison de retraite fermée, pendant qu'ils triaient tes affaires. Et une fois qu'ils auraient cette tutelle, une fois qu'ils auraient procuration, ils auraient un accès légal total à tout. Il laissa cela s'imprégner. Il ne prévoyait pas juste de courir, Greg. Il prévoyait de te liquider, de vendre ta maison, ton camion, tes outils, tout ce qu'ils pensaient que tu avais. Ils auraient payé leur dette de 200 000 €, remboursé le détournement de fonds, et ensuite utilisé le reste de tes économies de vie pour financer leur nouvelle vie au Caïman. Ils allaient te laisser pourrir dans une maison de retraite, légalement effacée, pendant qu'ils buvaient des cocktails sur une plage, vivant de l'argent que tu as gagné. J'ai regardé la photo de Claire, ses yeux rieurs et honnêtes. Ne le laisse pas le rendre faible. Je ne l'avais pas rendu faible. J'avais fait de lui ce monstre, ce lâche. Ce n'était pas juste une trahison. Ce n'était pas juste du vol. C'était un niveau de cupidité froide, calculée et parricide que je n'avais jamais su possible en 70 ans. Ils ne prévoyaient pas seulement d'abandonner leur fille. Ils prévoyaient de m'abandonner moi, de m'enterrer vivant après avoir volé mon nom, mon argent et mon esprit. La rage qui avait été un glaçon froid et propre, elle était toujours froide, mais ce n'était plus un glaçon. C'était un glacier, une force vaste, silencieuse et imparable. « Greg, tu es là ?» demanda Pierre. J'étais là. Oh, j'étais plus là que je ne l'avais été en 15 ans. Ils pensent que je suis pauvre, dis-je, ma voix à peine un murmure. Ils pensent qu'ils font tout ça pour une petite maison et les économies d'un contremaître. Oui, dit Pierre, ils n'ont aucune idée, Greg. Ils essaient de braquer une épicerie de quartier, sans savoir que c'est la façade de toute la banque centrale. Ils ne cherchent pas juste à me voler, Pierre. Dis-je. Ils cherchent à m'effacer. Je me suis levé. J'ai regardé les 6 moniteurs, sombres et en attente. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Une famille ne trahit pas, répondis-je, ma voix résonnant légèrement dans le bureau vide. Une famille ne vole pas. Une famille ne planifie pas la destruction mentale de l'un de ses membres. Ce que vous êtes, dis-je, en regardant le vide où mon fils aurait dû être, ce n'est pas une famille. C'est une organisation criminelle qui partage un nom de famille. Je vous ai donné 42 ans de ma vie. J'ai tout sacrifié pour vous. Et vous? Vous attendiez juste que je meure ou que je devienne fou pour hériter de la pitance que vous pensiez que j'avais. C'était pas personnel, avait-il craché dans ma tête. Ce n'était pas personnel. 42 ans d'amour, de sacrifice, d'éducation d'un garçon que j'avais aimé plus que moi-même. Et ce n'était pas personnel. Tu as raison, Nathan, dis-je, ma voix tombant à un murmure qui traversa toute la pièce. Ce n'était pas personnel pour toi, et à partir de maintenant, ce ne sera pas personnel pour moi non plus. Je me suis tourné vers mon téléphone. Pierre, je crois que nous avons fini ici. J'ai raccroché le téléphone. La guerre avait été officiellement déclarée et j'avais toutes les armes. J'ai raccroché le téléphone.
Le haut-parleur s'est éteint, plongeant le centre de commandement dans son silence bourdonnant habituel. Les moniteurs brillaient, montrant des flux de données financières et des rapports de marché qui ne signifiaient rien pour moi à ce moment-là. Je suis resté assis là. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas fait les 100 pas sur le sol en béton. Je n'ai pas tapé du poing sur le bureau en acier froid. Je n'ai pas juré. Je me suis juste assis. J'ai fixé le mur de béton gris rugueux face à moi. J'ai écouté l'horreur rythmique et silencieuse de la baie de serveur. J'ai compté les secondes alors qu'elles s'écoulaient dans ma tête. 1, 2, 3. Je suis resté assis là immobile pendant 10 minutes entières. La rage brûlante que j'avais ressentie en apprenant le détournement de fonds, c'était parti. Le choc que j'avais ressenti en apprenant la ligne de crédit, c'était aussi parti. Tout cela avait été brûlé comme du carburant, laissant autre chose à sa place. De la glace. Une couche de glace profonde, structurelle et parfaitement claire, se formait à l'intérieur de ma poitrine. Il ne m'avait pas seulement insulté. C'était la fête il y a 2 jours. Il ne m'avait pas seulement menti. C'était la ligne de crédit il y a 6 mois. Il ne m'avait pas seulement volé. C'était le détournement. Non, c'était tout autre chose. Ils avaient prévu de m'effacer, de me faire déclarer incompétent, d'utiliser mon amour pour ma petite fille, la maison de poupée que j'avais construite de mes propres mains, comme une arme pour prouver que j'étais fou. Pour m'enfermer dans un établissement, me dépouiller de mon nom, de mon esprit, de mon identité et de ma liberté. Ce n'était pas juste une trahison. Ce n'était pas juste un vol. C'était une exécution. Ils prévoyaient de m'enterrer vivant. Un vieil homme sénile, un fardeau, un homme qui avait perdu la tête, un homme qui refusait les soins. Le récit qu'ils avaient construit, c'était parfait. Et j'avais marché droit dedans. Mes vêtements simples, mon vieux camion, ma vie tranquille, mon obsession pour la menuiserie. J'avais passé 15 ans à construire ma couverture pour protéger mon fils du poison de la richesse. Et lui, à son tour, avait utilisé cette couverture même comme le plan pour me détruire. L'ironie était si tranchante, si parfaite, qu'elle me faisait presque admirer l'efficacité diabolique pure de la chose. Ils pensaient qu'ils attaquaient un pauvre contremaître retraité. Ils pensaient qu'ils donnaient un coup de pied à un chien endormi. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de donner un coup de pied à un grizzly en hibernation. 10 minutes étaient écoulées. La glace était entièrement formée. Je savais exactement quoi faire. J'ai décroché le téléphone sécurisé. J'ai composé le numéro de Pierre. Il a répondu à la première sonnerie. « Greg, tu vas bien ?» Sa voix était remplie d'une inquiétude humaine authentique. « Je vais bien, Pierre, » dis-je. Ma propre voix me surprit. Elle était calme. Elle était stable. C'était la voix que j'utilisais dans la salle du conseil. Celle juste avant que je ne sois sur le point d'éviscérer un concurrent et de vendre son entreprise pour pièces. « Pierre, j'ai de nouvelles instructions. J'ai besoin que tu écoutes très attentivement. » « N'importe quoi, Greg. C'est quoi le plan ? » D'abord, dis-je, l'avis de saisie que nous avons envoyé. « Oui, annule-le. » Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout de la ligne. « Greg, je ne comprends pas. Je pensais que c'était le but. » « Tu pensais que je voulais les punir en prenant la maison. J'ai dit que c'était un mouvement émotionnel. C'est un mouvement stratégique. Je ne veux pas qu'ils paniquent à propos de la maison. Je veux qu'ils paniquent à propos de l'argent. » « Continue, » dit Pierre, sa voix changeant. Il était de retour. Il était tout à faire. Il comprenait. « Annule la saisie immédiatement. Appelle la société de gestion. Dis-leur que c'était une erreur administrative, une erreur système. Rétablis le faux accord hypothécaire. Rétablis tout ce qui concerne la propriété. Je veux que Nathan se réveille demain matin, vérifie son compte, et voit que la maison est en sécurité. Je veux qu'il ressente une vague de soulagement. Je veux qu'ils pensent qu'ils sont sauvés. Tu leur rends la maison. Je les laisse penser qu'ils ont encore la maison, corrigeai-je. Je laisse le fromage dans le piège. Ce sont des rats acculés, Pierre. Si nous enlevons leur trou, ils vont juste s'éparpiller. Je veux qu'ils restent exactement où ils sont. Qu'ils pensent qu'ils ont été plus malins que le vieil homme confus. Très bien, dit Pierre. Je pouvais presque l'entendre sourire. Erreur administrative. La saisie a disparu. Et ensuite ? Ensuite, dis-je, nous coupons leur oxygène. La ligne de crédit de 200 000 €. Celle que j'ai co-signée. Celle dont tu es maintenant responsable. C'est celle-là. Je veux que tu la gèles, ne l'annule pas, gèle-la. Avec effet immédiat. Appelle la banque. Utilise mon autorité en tant que garant principal.
Dis-leur que tu soupçonnes une activité frauduleuse sur le compte, ce qui est la pure vérité de Dieu, et que tu le verrouilles en attendant une enquête complète. Je veux que ce soit gelé si fort qu'aucun dollar ne puisse entrer ou sortir. Oh, c'est magnifique, Greg. Pierre dit. Ils se réveilleront en pensant que la maison est sûre. Mais l'argent liquide sur lequel ils vivaient, l'argent qu'ils allaient utiliser pour courir au Caïman est parti. Exactement. Ils seront piégés. Ils seront dans cette maison sans travail, sans argent, et une accusation criminelle pendant au-dessus de leur tête. Ils vont paniquer et ils feront une erreur. Et quand ils le feront, demanda Pierre, quand ils le feront, dis-je, nous serons là. C'est la dernière chose. Demain, 10 heures du matin. Je te veux à mon pavillon, le petit, la maison du contremaître. Et je veux que tu amènes 2 hommes avec toi. Pas des avocats, pas des comptables. Je veux les 2 meilleurs détectives privés de ta liste de paix, ceux qui ont l'air de ne pas plaisanter. Ou mieux, si tu peux, des contacts officiels de la police financière. Tu prévois une confrontation. Je prévois une intervention, répondis-je. Ils sont désespérés. Ils n'ont plus d'argent. Leur plan d'évasion est ruiné. Leur seul mouvement restant est l'audience de compétence. Ils doivent venir à moi. Ils doivent soit me supplier pour de l'argent, soit accélérer leur plan pour me faire interner. J'ai regardé la photo de Claire. Son sourire rieur. Dans tous les cas, finis-je, je serai prêt pour eux. Demain, Pierre, nous finissons ça. Nous finissons ça pour Claire. Nous serons là à 10 heures, Greg. Et sois prudent. Ne t'inquiète pas pour moi, dis-je en raccrochant le téléphone. Ce sont eux qui doivent être prudents maintenant. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. C'était le lendemain de Noël, 10 heures du matin. J'étais dans la petite cuisine de mon pavillon, lisant le journal, une simple tasse de café noir fumant sur la table en formica. La maison était silencieuse. J'attendais. J'ai entendu la voiture avant de la voir. Elle est arrivée dans ma rue résidentielle, calme trop vite. Un crissement de frein, un son entièrement déplacé dans mon quartier endormi. Puis une portière de voiture a claqué, suivie immédiatement par une autre. Des pas lourds et frénétiques sur mon porche. Puis les coups. Pas un coup poli. Pas un martèlement en colère. C'était un claquement désespéré, paniqué et rythmique comme quelqu'un essayant d'enfoncer la porte. J'ai plié mon journal, pris une gorgée lente de mon café, et je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la porte. J'ai regardé par le Judas. C'était Nathan. Son visage était pâle, luisant de sueur malgré le froid. Ses yeux étaient écarquillés, dartant d'avant en arrière. Diane était juste derrière lui, ses cheveux parfaits en désordre. Elle agrippait son téléphone dans une prise aux articulations blanches. J'ai déverrouillé le pen dormant et ouvert la porte. Avant que je puisse dire un mot, Nathan m'a bousculé, trébuchant dans mon petit salon. « Papa, Dieu merci, tu es là. » Il a attrapé mes épaules, sa prise douloureusement serrée. Il tremblait. « Papa, je ne sais pas ce qui se passe. La banque, la ligne de crédit, c'est gelé. Ils ont gelé le compte. Nous sommes ruinés. Nous n'avons rien. Tu dois les appeler. Tu dois leur dire que c'est bon. Tu dois m'aider. » Sa voix était aiguë, se brisant. Ce n'était pas l'homme qui m'avait dit que je ruinerais son esthétique. C'était un animal acculé. Diane s'est précipitée derrière lui, mais elle avait déjà choisi une stratégie différente. Son visage était strié de larmes. C'étaient de vraies larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage pure et non diluées et de terreur. C'était une terrible actrice. Greg, sanglota-t-elle, se précipitant vers moi. Elle ne m'appelait jamais papa. Greg, s'il te plaît, nous sommes tellement désolés. Nous sommes des monstres. Nous savons ce que nous avons dit à propos de Noël. Nous étions justes. Nous étions stressés. Nous étions horribles. Nous avions tort. Elle a réellement essayé d'attraper ma main. Je l'ai laissé faire. Sa peau était moite. Mais tu ne peux pas nous faire ça, pleura-t-elle, sa voix montant. Ils ont tout gelé. Nous sommes allés à la banque ce matin. La ligne de crédit, elle est verrouillée. Nous n'avons rien, Greg. Nous ne pouvons rien payer. Nous allons tout perdre, tu dois nous aider. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé mon fils, qui faisait les 100 pas dans mon petit salon comme un loup en cage. Tout ? Demandai-je. Ma voix était calme, curieuse. Tout, cria Nathan. La maison, l'avis de saisie. On pensait qu'on pourrait utiliser la ligne de crédit pour trouver un nouvel endroit, pour nous dépanner, mais c'est parti. Ils ont dit que c'est gelé pour enquête de fraude.
Qu'est-ce que tu leur as dit, papa? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai vu alors la pièce finale de leur puzzle désespéré. Ils avaient perdu la maison. Mon avis de saisie avait été une erreur administrative. Ils avaient ressenti un moment de soulagement intense. Et puis au milieu de leur célébration, au milieu de leur plan d'évasion, ils avaient tendu la main vers les 200 000 € que j'avais garantis. Et ils avaient trouvé un compte vide et gelé. Ils n'avaient pas seulement perdu leur abri. Ils avaient perdu leur carburant. Ils étaient échoués, piégés, sans travail, sans maison, sans évasion. Et les conséquences légales pour le détournement de fonds de Nathan fonçaient toujours vers eux. Je ne leur ai rien dit, dis-je calmement. Je leur ai juste dit de geler le compte. Mais pourquoi? Cria Diane. Après tout, on a dit qu'on était désolé. Pourquoi ferais-tu ça à ta propre famille? Je l'ai regardé, cette femme qui avait prévu de me faire interner. J'ai regardé mon fils, le voleur. Et j'ai fait ce qu'ils attendaient du pauvre vieil homme sénile. J'ai eu l'air confus. J'ai laissé mes épaules s'affaisser. J'ai laissé une expression de désarroi traverser mon visage. Je ne comprends pas, dis-je, ma voix tremblante. Je pensais que vous dépensiez trop. Je voulais juste mettre une pause dessus. Juste jusqu'à ce qu'on puisse parler. Je ne savais pas que ça gèlerait la fraude. Pourquoi dirait-il fraude? Je les ai laissés voir la démence qu'ils voulaient voir. Nathan et Diane échangèrent un regard frénétique rapide. C'était un regard de frustration pure et agonisante. Ils ne pouvaient pas crier sur un vieil homme confus. Ça ne marcherait pas. Nathan essaya visiblement de se calmer. Il prit une profonde inspiration tremblante. D'accord, dit-il, forçant sa voix à être douce, de la manière dont on parle à un enfant ou à un invalide. D'accord, papa, c'est bon. C'était juste une erreur. Une grosse erreur. Mais tu peux l'arranger. Tu as juste à appeler la banque. Tout de suite, tu es le co-signataire. Tu dois leur dire que c'est un malentendu, qu'il n'y a pas de fraude. Tu dois leur dire de dégeler le compte tout de suite. Oui, Greg. Diane intervint, sa voix dégoulinant d'une douceur fausse et désespérée. S'il te plaît, juste un coup de fil. C'est tout ce dont nous avons besoin. Ensuite nous pouvons tous nous asseoir et parler. Nous pouvons tout arranger. Ils mentaient encore. Ils ne voulaient rien arranger. Ils avaient juste besoin de l'argent. Ils avaient besoin de courir. Je savais que Pierre avait mes enquêteurs qui les surveillaient. Je savais qu'ils étaient piégés. J'ai hoché la tête lentement, mettant ma main sur ma tête comme si j'étais submergé par tout ce bruit. C'est tout tellement, si vite. La maison, l'argent. Je ne me sens pas bien. J'ai marché lentement vers ma vieille bouilloire crachotante et je l'ai remplie d'eau du robinet. Ma main était parfaitement stable. Je l'ai mise sur la cuisinière et j'ai allumé le gaz. Le clic, clic, clic de l'allumeur était le seul son dans la pièce. Nathan vibrait d'impatience. « Papa, le téléphone, s'il te plaît, appelle la banque. » Je me suis retourné et je les ai regardés. Deux prédateurs pris dans un piège, essayant maintenant d'amadouer doucement le chasseur pour qu'il les laisse sortir. J'ai souri, un simple sourire de grand-père. La bouilloire sifflait alors qu'elle commençait à chauffer. « Asseyez-vous, dis-je doucement, faisant signe vers les vieilles chaises dépareillées à ma table de cuisine. Tous les deux, vous avez l'air terrible. » Ils me fixèrent, confus par l'invitation. « Je vais nous faire du thé, dis-je, et vous pourrez tout me raconter sur le fait de tout perdre. » Ils me fixèrent. Je les avais invités à parler. Je leur avais offert du thé. Moi, le vieil homme confus, qui venait accidentellement de geler leur ligne de crédit de 200 000 €. La bouilloire sur la cuisinière commença à siffler, un hurlement bas et montant qui remplit la petite cuisine. Nathan ne pouvait pas supporter le silence. Il faisait vibrer sa jambe, rebondissant si fort qu'il secouait la table bon marché en formica. Diane était pire. Ses yeux cernés de rouge par sa fausse crise de larmes sur le porche dartaient autour de mon petit salon simple, regardant mes vieux meubles, mon tapis usé, comme si elle calculait mentalement ce qu'elle pourrait vendre en premier. « Papa !» Nathan éclata finalement, incapable d'attendre le thé. « Tu dois les appeler. Tu dois appeler la banque maintenant. »« Je ne peux pas. On ne peut pas. C'est tout un malentendu. »« Malentendu ?» demandai-je. Je me suis tourné lentement de la cuisinière, tenant deux tasses ébréchées. Ça semblait assez clair, fils. Enquête pour fraude. C'est un mot fort pour un malentendu. Diane se lança immédiatement dans sa performance. Les larmes montèrent instantanément,
une démonstration parfaite et pratiquée de victimisation. Greg, dit-elle, sa voix se brisant. Il ne voulait pas te le dire. Il avait trop honte. Il ne voulait pas que tu t'inquiètes. J'ai placé les tasses sur la table. Je me suis assis. La vieille chaise en bois grinça sous mon poids. Honte de quoi, Diane? Il a fait une erreur. Elle sanglota, tendant la main à travers la table pour mettre sa main sur celle de Nathan, un geste d'épouse. Solidaire et aimante. Une terrible erreur. Mais ce n'était pas sa faute, l'entreprise. Ils ont été horribles avec lui. J'ai regardé Nathan. Il avait la tête dans ses mains, ses épaules tremblant. Il jouait son rôle aussi. Le fil brisé. Dis-lui, chérie, pressa Diane, frottant son dos. Dis-lui, c'est ton père. Il comprendra. Nathan leva les yeux vers moi. Ses yeux étaient désespérés. Papa, ils m'ont accusé d'avoir perdu de l'argent, le compte d'un client. Ce n'était pas ma faute. Je jure, le marché a juste, il s'est effondré. Mais ils me blâment. Ils ont dit que je devais rembourser ou ils porteraient plainte, qu'ils ruineraient ma carrière. Je l'ai juste fixé. Les mensonges, ils étaient si faciles, si lisses. Alors, j'ai paniqué, dit-il, sa voix tombant à un murmure. Je ne savais pas quoi faire. C'est pour ça que je t'ai demandé la ligne de crédit. Je pensais que je pourrais l'utiliser pour les rembourser et ensuite te rembourser lentement avant que tu ne le saches jamais. J'étais juste en train d'essayer d'arranger ça, papa. J'essayais de protéger ma famille. J'essayais de te protéger de la honte. Il était bon. Je devais lui accorder ça. Il avait tordu le récit. Il n'était pas un criminel. Il était une victime. Il n'avait pas volé l'argent. Il l'avait perdu. Il n'avait pas commis de fraude contre moi. Il l'avait fait pour me protéger. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Donc les 200 000, dis-je. C'était pour rembourser cet argent perdu. Oui, dit-il, hochant vigoureusement la tête. 190 000. Et les 10 autres? C'était juste. C'était juste pour vivre, papa, jusqu'à ce que je trouve un nouveau travail. Je cherche. Je le jure. Nous sommes ruinés, Greg. Diane intervint, les larmes coulant librement maintenant. Nous les avons payées, mais maintenant nous n'avons plus rien. Nous vivons sur des cartes de crédit depuis des semaines. Et maintenant tu as gelé le compte. C'est la seule chose que nous avions. Et maintenant nous allons perdre la maison aussi. Nous allons être à la rue, tout ça à cause d'un commentaire stupide sur Noël. Elle enfouit son visage dans ses mains. Nous avons dit que nous étions désolés. Nous te supplions. S'il te plaît, Greg, juste appelle la banque. Dis-leur que c'était une erreur. Dis-leur qu'il n'y a pas de fraude. S'il te plaît, nous sommes ta famille. La bouilloire poussa un cri perçant et douloureux qui remplit toute la maison. Je me suis levé lentement, j'ai éteint le gaz, et j'ai versé l'eau bouillante dans les 2 tasses. La pièce était silencieuse à l'exception des sanglots performatifs de Diane. J'ai placé une tasse devant Nathan, une devant Diane. Je me suis rassis. Ils regardèrent le thé, confus. Je vois, dis-je. Donc, tu as perdu 190 000 € et ensuite tu as emprunté 200 000 € à moi pour les rembourser. Et tu mens sur ton travail depuis 6 mois et tu prévoyais de t'envoler pour les îles Caïmans le jour de Noël. Tout parce que tu as paniqué. Leurs têtes se relevèrent brusquement. Tous les deux. Les sanglots s'arrêtèrent instantanément. Le visage de Diane, il y a une seconde un masque de désespoir tragique, était maintenant figé dans un choc glacé absolu. La bouche de Nathan s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Il était pâle comme un fantôme. Comment? Chuchota-t-il. Comment? Comment savais-tu pour les Caïmans? Détournement de fonds, dis-je. C'était juste 3 mots, mais ils atterrirent au centre de la table de cuisine comme une grenade. Quoi? Souffla Diane. Détournement de fonds. Je répétai, ma voix aussi calme et plate qu'un lac gelé. C'est le mot que tu cherches, Nathan. Pas argent perdu, pas une erreur. Le mot est détournement de fonds. Tu as volé 190 000 € des comptes séquestres de tes clients sur une période de 12 mois. Ton entreprise ne t'a pas demandé de rembourser. Ils t'ont attrapé. Et ils préparaient un dossier criminel qui t'enverrait en prison pour 10 à 15 ans. Nathan arrêta de respirer. Il me fixait, son esprit s'emballant clairement, essayant de comprendre comment c'était possible. Comment le vieil homme sénile pouvait-il savoir? Et toi, dis-je, tournant mon regard vers Diane. Tu ne l'as pas juste découvert.
Tu étais dans le coup depuis le début. Tu es celle qui a fait des recherches sur les pays sans extradition. Tu es celle qui a réservé les billets aller simples. Tu es celle qui a prévu d'abandonner sa propre fille de 7 ans ici le jour de Noël, pendant que toi et ce voleur vous enfuyiez vers une plage, me laissant nettoyer votre désordre, me laissant payer la dette de 200 000 € que vous aviez accumulée sur mon nom. Toi. Bégaya Diane, son visage se tordant du choc à la rage pure et non diluée. Tu nous espionnais. Tu es malade, Nathan. Il a perdu la tête. Il nous espionnait. Elle attrapa son téléphone sur la table. Elle tâtonna avec le verrouillage, ses mains tremblant, puis braqua la caméra sur moi. Elle enregistrait. Vous voyez ? Cria-t-elle, sa voix maintenant forte, jouant pour la vidéo. Vous voyez ce que je vous ai dit ? Il est paranoïaque. Il est délirant. Greg, tu es un vieil homme malade. Tu es obsédé par nous. Elle fit un panoramique avec la caméra autour de ma petite cuisine simple. Il vit comme ça dans ce taudis et il pense qu'il sait des choses sur les îles Caïmans. Il nous suit. Il est fou. Nathan, c'est ça. C'est la preuve dont nous avions besoin. Nathan était encore figé, son cerveau incapable de rattraper le retard. Maman, quoi ? Comment ? C'est parfait, Greg. Cria Diane, ses yeux sauvages, un sourire terrifiant et triomphant se répandant sur son visage. Elle pensait qu'elle m'avait. Elle pensait que c'était son moment. Elle pensait que ma paranoïa était la pièce finale de preuve dont elle avait besoin pour prouver que j'étais incompétent. Elle croyait dans son arrogance qu'elle venait de gagner. Elle a raison, Nathan, dit Diane, sa voix dégoulinant de pitié venimeuse. Ton père est profondément malade. Nous avions raison de déposer la requête. Il a besoin d'aide. Je l'ai juste regardé. Je l'ai laissé finir. Je l'ai laissé creuser sa propre tombe juste là dans ma cuisine. Quand elle eut enfin fini de halter, tenant son téléphone comme une arme, je pris une gorgée calme de mon thé. Tu as fini ? Demandai-je. Elle me foudroya du regard. C'était une très bonne performance, Diane, dis-je. Très convaincante. La belle fille désespérée et inquiète, soucieuse de ma santé mentale. Je souris, un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Dis-moi, dis-je en me penchant en avant. Est-ce la même performance que tu prévoyais de donner à l'audience de mise sous tutelle d'urgence, celle que tu as programmée pour demain, le 26 décembre, au tribunal de grande instance? Le téléphone dans la main de Diane vacilla. La couleur qui était montée à son visage dans un accès de fureur se vida complètement. Elle me fixa, la bouche ouverte. Celle, continuai-je, où tu allais présenter des affidavits sous serment de tes amis, déclarant que je suis sénile. Celle où tu allais utiliser ma maison de poupée comme preuve de ma régression vers l'enfance. Celle où tu allais obtenir d'un juge qu'il t'accorde une procuration pour que tu puisses me faire interner dans une maison de retraite et liquider mes actifs. Le téléphone de Diane claqua de sa main tremblante sur la table. Nathan fit enfin un son. C'était un halètement bas et étranglé. Il regarda de moi à sa femme, et à cet instant, il comprit. Il comprit qu'elle n'avait pas seulement prévu une évasion. Elle avait prévu mon exécution. Comment ? Chuchota Diane, sa voix à peine audible. Comment sais-tu ça ? Parce que, dis-je, je ne suis pas un contremaître d'usine retraité. Je me suis levé. J'ai marché à travers le salon jusqu'au mur du fond, celui couvert par une vieille bibliothèque délavée remplie de livres de jardinage de Claire. « Papa, qu'est-ce que tu fais » demanda Nathan, sa voix tremblante. J'ai mis ma main sur le côté de la bibliothèque et j'ai poussé. Avec un sifflement hydraulique doux qui était totalement silencieux dans la petite maison, la bibliothèque entière, livres, étagères et tout, pivota vers l'intérieur, révélant un escalier sombre menant aux fondations en béton. Nathan et Diane fixèrent juste, leur visage un masque d'incrédulité complète et totale. Tu as un sous-sol, bégaya Nathan. Cette maison est sur une dalle. Les apparences peuvent être trompeuses, fils, dis-je. Je me suis tourné et j'ai regardé en bas des escaliers, dans l'obscurité. Pierre, je pense que nos invités sont prêts. Des pas lourds et mesurés montant les escaliers. Un instant plus tard, un homme émergea dans la lumière de ma cuisine. Il était dans la fin de la soixantaine comme moi, mais il portait un costume 3 pièces parfaitement taillé. Il tenait une mallette en cuir épais. C'était mon ami, mon avocat, mon partenaire. C'était Pierre Delacroix. Pierre, chuchota Nathan. Il le reconnut. Il l'avait rencontré aux funérailles de Claire, présenté comme un vieil ami de l'usine. « Bonjour, Nathan » dit Pierre. Sa voix était polie, mais ses yeux étaient des éclats de glace. « Diane.
Quoi? Qu'est-ce que c'est? Demanda Diane, trouvant sa voix. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Ceci, dit Pierre, est ce que vous appelleriez un changement de circonstance. Il s'écarta et 2 autres hommes montèrent les escaliers derrière lui. Ils n'étaient pas des avocats. Ils étaient grands. Ils étaient bâtis comme des armoires à glace. Et ils portaient les coupes-vents bleu foncé inconfondables de la division des crimes financiers de la police judiciaire. Diane les vit. Elle laissa échapper un petit cri étranglé. Nathan bondit sur ses pieds, renversant sa chaise. Il regarda la porte. Il regarda les fenêtres. Il regarda les détectives. Il était piégé. Nathan Roche, Diane Roche, dit le premier détective, sa voix remplissant la petite pièce calme. Vous êtes tous les deux en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre une fraude sur personnes vulnérables, parjure et vol qualifié. Non, hurla Diane, se jetant vers la porte. Vous ne pouvez pas. Nous sommes les victimes. C'est lui qui est fou. C'est lui qui est. Sa voix mourut alors que le second détective s'interposa calmement devant elle, bloquant son chemin. Madame, je vais avoir besoin que vous mettiez vos mains dans le dos. Alors que les détectives commençaient le processus méthodique de menotter mon fils et sa femme, Nathan resta juste là, mou, ses yeux verrouillés sur les miens. Il ne résista pas. Il regarda juste, son visage un masque creux de défaite. Papa, chuchota-t-il. Je ne comprends pas. Ta maison, Qui es-tu? Pierre s'avança, ouvrant sa mallette sur ma table de cuisine. Il la fit claquer. Ton père, Nathan, dit Pierre, sa voix froide et claire, est Grégoire Roche de Roche et de la Croix Logistique Globale. Sa valeur nette actuelle est de 82 millions d'euros. Diane arrêta de se battre. Elle se figea simplement. La maison dans laquelle vous viviez, continua Pierre, a été achetée pour vous en argent comptant par ton père il y a 10 ans. L'hypothèque que vous payiez était une fiction juridique qu'il a créée pour déposer de l'argent dans le fonds fiduciaire de ta fille. La ligne de crédit de 200 000 euros sur laquelle vous avez fait défaut a été garantie personnellement par lui. La requête de tutelle que vous avez déposée a été rejetée par un juge ce matin à la lumière de preuves accablantes du contraire. Pierre plongea la main dans sa mallette et en sortit un petit enregistreur audio numérique. Et enfin, dit-il, nous avons ceci. Il appuya sur lecture et la cuisine se remplit de la voix de Diane, froide, calculatrice, claire comme de l'eau de roche. Astérisque, mets le juste dans la maison de retraite. Une fois qu'on a la tutelle, on a le contrôle total. Il sera tellement drogué qu'il ne se souviendra même pas de son propre nom. On vend tout. On paie les dettes et on est parti. C'est juste un vieil homme confus. Qui va le croire? Astérisque, l'enregistrement s'arrêta. Les détectives qui avaient fait une pause pendant l'enregistrement prirent Nathan et Diane par les bras. Toi, bafouilla Diane, me regardant avec un visage masqué de haine pure et concentrée. Espèce de salaud. Sortez-les de ma maison, dis-je aux détectives. Et ils le firent. J'ai regardé par la petite fenêtre de la cuisine alors qu'ils mettaient mon fils, mon enfant unique, et sa femme à l'arrière de voitures de patrouille séparées. Diane criait, sa voix perçante et laide, criant encore à propos de ses droits, de ses parents, de comment tout cela était une erreur. Nathan était silencieux. Il regardait juste ses pieds. Alors que la porte de la voiture se fermait, il leva les yeux juste une seconde et ses yeux rencontrèrent les miens à travers la fenêtre. Il n'y avait aucun remords dans son regard, aucune tristesse, juste une haine froide et vide. Le regard d'un homme qui n'était pas désolé pour ce qu'il avait fait, seulement désolé de s'être fait prendre. Quand les sirènes s'estompèrent, ma maison redevint calme. Mais c'était un genre de calme différent. C'était le silence lourd et stérile d'une salle d'hôpital après une longue intervention chirurgicale compliquée. Une amputation avait eu lieu. Les parties malades avaient été coupées. Pierre était toujours à ma table de cuisine, rangeant sa mallette. Il me regarda, le visage grave. « C'est fait, Greg, dit-il. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demandai-je. Maintenant, dit-il, ça va faire du bruit. Il avait raison. Dès le lendemain matin, c'était partout. L'histoire était trop belle pour que les médias y résistent. C'était le sujet principal de toutes les chaînes d'information locales à Lyon, et c'était repris nationalement. Les titres étaient brutaux, le contremaître fantôme, la vie secrète du millionnaire lyonnais exposé, le complot du fils pour interner son père et voler des millions déjoués, l'esthétique de la tromperie, comment les mensonges d'un couple avide ont mené à leur arrestation. Ma vie tranquille et simple était finie. Mon téléphone, le clapet, et ma ligne sécurisée sonnaient tous les deux sans arrêt. Je les ai tous débranchés. Alexandre, mon chef de la sécurité,
a posté une équipe à mon portail pour éloigner les camionnettes de presse. Le processus judiciaire fut rapide. Face à 82 millions d'euros, une équipe d'avocats de Roche et de Lacroix, et tout le poids des preuves de la police sur la falsification de documents, Nathan et Diane n'avaient aucune chance. Leur défense entière s'est effondrée, mais leur mariage s'est effondré en premier. Je l'ai appris par Pierre. Dès qu'ils ont été dans des salles d'interrogatoire séparées, Diane a chanté comme un canari. Elle s'est retournée contre Nathan avec une vitesse et une méchanceté qui étaient presque impressionnantes. C'était tout lui, chaque morceau. Elle s'est peinte comme une femme terrifiée et manipulée, une victime d'un criminel charismatique accro au jeu. Elle a prétendu que le détournement de fonds était son secret, que le prêt de 200 000 euros était son stratagème, que le plan pour me faire interner était son idée désespérée et maléfique. Elle a prétendu qu'elle n'avait suivi que parce qu'elle avait peur de lui. Elle mentait, bien sûr. Elle mentait magnifiquement. Elle mentait pour se sauver et ça a marché. Elle a accepté un accord de plaidoyer. Elle a témoigné contre son propre mari. J'étais dans la salle d'audience pour le verdict. Je devais y être. Diane passa en premier. Elle portait une robe grise simple et modeste. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Pas de maquillage. Elle ressemblait à une souris. Elle pleura à la barre alors qu'elle lisait ses excuses au tribunal et à moi. Elle dit qu'elle avait été aveuglée par un « amour toxique » et qu'elle cherchait une thérapie pour sa codépendance. Le juge, voyant sa coopération totale et ses remords évidents, lui donna 5 ans de probation, 2000 heures de travaux d'intérêt général et une ordonnance restrictive permanente et juridiquement contraignante. Elle ne devait jamais s'approcher à moins de 150 mètres de moi ou de ma petite fille Émilie. Jamais. Elle sortit de la salle d'audience ce jour-là, une femme libre. Elle ne me regarda pas. Puis ce fut le tour de Nathan. Il se tenait devant le juge, non plus dans ses costumes coûteux, mais dans un costume mal ajusté fourni par son avocat commis d'office. Il n'avait plus rien. Sa propre femme avait été le témoin principal contre lui. Le juge lut les charges. Détournement de fonds aggravé de son ancienne entreprise, conspiration pour commettre une fraude sur personnes vulnérables, usage de faux. Les peines furent empilées les unes sur les autres. 10 ans, monsieur Roche, dit le juge, sa voix résonnant dans la pièce calme. 10 ans de réclusion criminelle. J'ai regardé mon fils, mon seul fils. Il se tenait là, les épaules affaissées. Il ne pleura pas. Il ne fit pas de rage. Il semblait juste vide. L'homme ambitieux et arrogant qui avait prévu de voler la vie de son père était parti. Tout ce qui restait était une coquille vide. Ils l'emmenèrent enchaîné. Et je ne ressentis rien, pas de tristesse, pas de colère, pas même de victoire. Je me sentais juste vide. L'amputation était complète. Le cancer était parti. Mais l'espace où mon fils avait été n'était plus qu'un vide. Je suis sorti du tribunal, les médias criant mon nom. Je les ai tous ignorés. Je suis monté dans la voiture avec Pierre. C'est fini, dis-je. Presque, répondit-il. Nous avons une dernière affaire, la plus importante. Il avait raison. Le lendemain, j'étais dans le bureau de Pierre, pas mon centre de commandement caché, mais son vrai bureau au 50e étage de la Tour Roche et de la Croix au centre-ville, celle avec vue sur toute la ville. La fille, dis-je. Émilie. Pierre hocha la tête. Il fit glisser un dossier sur le vaste bureau en acajou. Son fonds fiduciaire. Celui que tu alimentes depuis 10 ans avec les faux paiements hypothécaires de Nathan. Quels sont les dégâts? Aucun. Pierre dit que c'est complètement isolé. Ce n'a jamais été au nom de Nathan, et Diane n'a aucun droit dessus. C'est uniquement, légalement et intouchablement au nom d'Émilie Roche, accessible par elle à son 21e anniversaire. Sa mère, dis-je. Diane, l'ordonnance restrictive est bonne, mais c'est toujours sa mère. Elle trouvera un moyen de la manipuler. Elle mettra la main sur cet argent. Pas si nous agissons maintenant, dit Pierre. J'ai regardé le dossier. Le compte valait maintenant un peu plus de 430 000 euros. C'était la seule bonne chose à sortir de la décennie de mensonges de Nathan. Je veux que ce soit verrouillé, Pierre. Dis-je, je veux un pare-feu juridique construit autour de cet argent si haut que Diane ne puisse même pas le sentir. Je veux qu'un cocurateur soit nommé, un professionnel, quelqu'un de la banque, quelqu'un qui ne répond qu'à moi. Diane ne doit avoir aucun droit de signature, aucun accès, aucune information, rien. Cet argent est pour Émilie, pour son éducation, pour son avenir. Il n'est pas et ne sera jamais pour sa mère. Pierre hocha la tête, prenant déjà des notes. Considère que c'est fait. Nous déposerons la motion auprès du tribunal cet après-midi, citant la condamnation pour crime de Diane et l'ordonnance restrictive. Aucun juge dans cet état ne discutera. Bien, dis-je. Je me suis levé.
Et j'ai marché jusqu'à la vaste fenêtre du sol au plafond. J'ai regardé la ville de Lyon, ma ville. C'était enfin terminé. Nathan était en prison. Diane était une criminelle condamnée exclue de ma vie. Leur mariage était fini. Et Émilie, ma petite fille, elle était enfin vraiment en sécurité. En sécurité contre eux et en sécurité contre leur cupidité. Le coup avait été ma famille entière, mais c'était le prix pour l'avenir de ma petite fille. Je savais à ce moment-là que je le paierais à nouveau. Une semaine plus tard, les camionnettes de presse étaient parties. Les journalistes étaient passés au scandale suivant. Mon pavillon était calme à nouveau. J'étais assis dans mon vrai bureau, le centre de commandement, pas la petite cuisine. Pierre était assis en face de moi. Nous ne buvions pas de café bon marché. Nous buvions un scotch de 25 ans d'âge. La bouteille prenait la poussière, réservée pour une occasion spéciale. J'ai décidé que cela qualifiait. Les moniteurs sur le mur n'étaient plus sombres. Ils étaient allumés, montrant la toile complexe et tentaculaire de mes actifs. Les 82 millions, la société de logistique, les avoirs immobiliers, le portefeuille boursier. Cela semblait obscène. Cela semblait lourd. J'ai fait tourner le liquide ambré dans mon verre. Claire avait raison, dis-je. Ma voix était calme, juste un grondement dans la pièce climatisée et silencieuse. Pierre leva les yeux, son verre intact. À propos de quoi, Greg? À propos de ça. Je fis un geste vers les écrans, vers les chiffres. Elle a dit que cet argent serait une malédiction si nous ne faisions pas attention. Elle l'a toujours dit. Ne le laisse pas le gâter, Greg. Ne le laisse pas le rendre faible. J'ai pris une gorgée. Le scotch brûlait. J'ai essayé de le protéger de ça. J'ai dit, j'ai construit tout ce mensonge, ce personnage, le contremaître retraité, la vie simple. Je pensais que je le protégeais de la malédiction. Et au lieu de ça, j'ai juste créé un autre genre de monstre. Je ne l'ai pas rendu faible. Je l'ai rendu affamé. Je l'ai rendu honteux. J'ai fixé mon verre. J'ai créé un vide, Pierre. Et sa femme, Diane. Elle l'a juste rempli de cupidité. J'ai créé un homme si désespéré pour l'esthétique de la richesse, si honteux de son pauvre vieux père qu'il était prêt à m'effacer pour ça. Tu n'as pas fait ça, Greg, dit Pierre, sa voix ferme. Tu as pris une décision basée sur l'amour. Il a fait ses choix basés sur la cupidité. Ce n'est pas sur toi, n'est-ce pas? Je levai les yeux vers lui. J'ai caché la vérité pour lui toute sa vie adulte. Je l'ai traité comme un enfant à qui je ne pouvais pas faire confiance. Et puis j'ai été surpris quand il a agi comme tel. Je poussai un long soupir lourd. C'est fini. Il est en prison. Elle est où qu'elle soit. Et je suis toujours assis ici dans un bunker en béton à regarder des chiffres sur un écran. Claire avait raison. C'est une malédiction. Alors brise-la, dit Pierre simplement. Je le regardai. Quoi? Brise la malédiction, Greg. Tu as 70 ans. Tu te caches depuis 15 ans. Tu fais semblant d'être un fantôme dans ta propre vie. Quel est le but? Pour qui gardes-tu tout ça? Il avait raison. Le secret, la dissimulation, le pavillon simple, le vieux camion. Tout cela était une performance. Et le public était maintenant en prison. Le spectacle était terminé. Un nouveau sentiment s'installa sur moi. Pas de la colère, pas de la tristesse. Juste de l'épuisement. Je suis fatigué de me cacher, Pierre, dis-je. Je me tournai vers les moniteurs. Tous ces chiffres, tout ce pouvoir, tout cela juste assis là dormant. J'ai fini, dis-je. J'ai fini de faire semblant. Je me suis levé. Vends-le. Pierre cligna des yeux. Vendre quoi, Greg? L'entreprise. Non, pas l'entreprise. Vends les actifs, les propriétés secondaires, les participations fantômes. Je veux que tu commences à liquider une portion significative du portefeuille. Je veux 10 millions en liquide aussi vite que possible. Pierre se leva. Greg, c'est un mouvement massif. Qu'est-ce que tu prévois de faire avec? J'ai regardé la photo de Claire, celle que j'avais apportée de mon pavillon et placée sur le bureau en acier. Ses yeux rieurs. Je vais commencer à l'utiliser, dis-je, comme elle l'aurait voulu, comme nous aurions dû le faire il y a des années. Je me tournai vers Pierre. Je veux que tu mettes en place une fondation, une nouvelle. Appelle-la. Appelle-la la Fondation Claire Roche. Et je veux que sa mission soit simple, pour les enfants. Pour les enfants comme Émilie, les enfants qui sont piégés, les enfants dont les parents les ont échoués. Nous n'allons plus cacher cet argent, Pierre. Nous allons le mettre au travail.
Nous allons faire du bien avec. Brisons cette foutue malédiction pour de bon. 1 an, 365 jours avaient passé depuis que j'avais vu mon fils pour la dernière fois, depuis que je l'avais vu être emmené hors de ma cuisine menottée. C'était Noël à nouveau. Mais ce Noël, je n'étais pas dans le petit pavillon exigu. Je ne me cachais pas. J'étais chez moi. J'étais dans la maison que je venais de finir de construire. Une réplique grandeur nature parfaite de la maison de poupée que j'avais construite pour Émilie. La maison que Claire et moi avions habitée au début. Mais cette fois, ce n'était pas une maison de départ pour jeunes couples. C'était une forteresse de mémoire construite sur un magnifique terrain calme au cœur des monts du Lyonnais avec les meilleurs matériaux que mes 82 millions pouvaient acheter. J'étais dans mon nouvel atelier, un vaste espace propre qui sentait le pain frais et le café. Les fenêtres donnaient sur une vallée couverte d'une légère couche de neige. La fondation Claire Roche était pleinement opérationnelle. Pierre gérait le quotidien, mais j'approuvais chaque subvention. Nous avions financé 3 nouveaux foyers pour enfants maltraités et un fonds d'aide juridique pour les personnes âgées luttant contre la fraude à la tutelle. Mon argent n'était plus un secret. C'était un outil. Il travaillait enfin. Je finissais un petit oiseau en bois, ponçant les ailes jusqu'à ce qu'elles soient lisses. C'était pour Émilie. Je lui faisais toujours des cadeaux. Je ne savais pas si elle les recevrait un jour. L'ordonnance restrictive était blindée contre Diane. Et comme Émilie n'avait que 8 ans, la garde de Diane signifiait que ma petite fille était par défaut tenue loin de moi. Je ne l'avais pas vue depuis 365 jours. La sonnette retentit. Je me figeai. Mes mains s'arrêtèrent de bouger. Je n'attendais personne. Pierre était à Courchevel avec sa famille. Mon chef de la sécurité, Alexandre, était posté au portail principal à 1 kilomètre de là. Il aurait appelé si c'était une menace. C'était juste un visiteur. J'ai marché à travers la nouvelle maison, mes bottes résonnant sur les larges planches de chêne. Je suis allé à la lourde porte d'entrée et j'ai regardé par le judas. Mon cœur s'arrêta. C'était elle. Émilie, elle avait 8 ans maintenant. Elle semblait plus grande, plus mince. Ses cheveux étaient plus longs. Elle portait un simple manteau rose qui semblait une taille trop petite. Et ses mains étaient fourrées dans ses poches. Et derrière elle, se tenant juste à côté du porche, il y avait Diane. Ma main se resserra sur la poignée de porte. La glace. La vieille glace chirurgicale froide. Je la sentis commencer à ramper dans mes veines. Puis j'ai regardé à nouveau. Ce n'était pas la Diane dont je me souvenais. Ce n'était pas la femme en robe de créateur qui avait ricané de mon esthétique. Les cheveux blonds glacés parfaits étaient partis. Ils étaient remplacés par un châtain terne tiré en arrière en une simple queue de cheval effilochée. Le manteau à 1000 € était parti, remplacé par une parka noire fine, le genre qu'on achète dans un bac de solde. Et en dessous, je reconnus l'uniforme, un polo noir et un tablier noir assorti taché de ce qui ressemblait à du café. Je pouvais juste distinguer le logo délavé d'un restaurant de bord d'autoroute ouvert 24H, 24. Elle n'était plus une marque. Elle n'était plus une esthétique. Elle était une serveuse. Elle travaillait. Elle avait été humiliée. Elle payait d'une manière que la prison ne pourrait jamais égaler. Elle me vit la regarder à travers la vitre. Elle tressaillit. Elle tressaillit physiquement et fit un demi-pas en arrière, tirant sa parka bon marché plus serrée comme pour cacher le logo du restaurant. Elle avait honte. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, l'émotion sur son visage n'était pas de l'arrogance. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la manipulation. C'était une honte authentique et non filtrée. J'ai ouvert la porte. L'air froid s'engouffra. Émilie leva les yeux vers moi, ses yeux écarquillés. « Papy !» Sa voix était petite, hésitante. Diane mit immédiatement ses mains sur les épaules d'Émilie, restant en retrait, n'osant pas monter sur le porche. « Chérie, je t'ai dit qu'on ne peut pas juste. Il est occupé. » Je voulais le voir, insista Émilie, sa voix désespérée. Elle se dégagea de sa mère et fit un pas vers moi. Diane ne voulait pas me regarder. Elle fixait la menuiserie complexe de ma rampe de Porsche, le paillasson. Son visage était émacié. Elle était fatiguée. Le feu, le venin, l'arrogance. Tout était parti. « Diane », dis-je. Ma voix n'était que du gravier. Je n'avais pas prononcé son nom depuis 1 an. Elle sursauta, surprise. Elle força finalement ses yeux à rencontrer les miens. J'y vis de la peur, mais c'était un genre de peur différent maintenant. Ce n'était pas la peur d'être prise. C'était la peur d'une personne qui n'a plus aucun pouvoir. « Monsieur Roche », dit-elle, formelle, calme. Je suis désolé. Nous n'aurions pas dû venir. L'ordonnance restrictive. Je suis sur la voie publique.
Je suis à 150 mètres. Je ne la viole pas. Je suis juste. Elle poussa légèrement Émilie en avant. Un petit geste impuissant. Elle n'arrêtait pas de demander, chuchota Diane et sa voix se brisa. Elle te manque. Je lui ai dit que je demanderais juste. C'est tout. Nous partons. Je suis désolé de vous déranger. Elle commença à se tourner, tendant la main vers Émilie. Viens, monsieur, on y va. Et je restais juste là à les regarder. La femme qui avait essayé de me faire enterrer vivant. La femme qui avait aidé mon fils à planifier mon exécution financière et sociale. La femme qui travaillait maintenant en double service dans un dîner pour payer sa restitution mandatée par le tribunal. Et mon fils Nathan, il était dans une prison à sécurité minimale travaillant à la bibliothèque. Il prenait des cours de comptabilité. Il m'écrivait des lettres, une chaque semaine. Je n'en avais pas ouvert une seule. Elles étaient dans une boîte dans mon bureau juste à côté des plans originaux de cette maison même. Le cycle de la douleur. Il se tenait juste là sur mon porche. Je pouvais fermer la porte. J'avais tous les droits de le faire. Je pouvais appeler Alexandre. Je pouvais appeler la police et la faire arrêter pour avoir violé l'esprit de l'ordonnance restrictive. Je pouvais les laisser redescendre la longue allée froide vers la voiture délabrée qu'elle conduisait maintenant. Je pouvais garder la glace. Je pouvais m'accrocher à la victoire. J'ai regardé Émilie. Elle me regardait, son visage froissé par la déception familière d'un enfant qui n'obtient jamais ce qu'il veut. Elle était la seule qui était vraiment innocente. Elle était celle qui avait perdu son père en prison, sa mère dans la pauvreté et la honte, et son grand-père dans une colère qu'elle ne pouvait pas comprendre. Tout ça à cause de ça. Tout ça à cause de l'argent. Là. Voix de Claire, un murmure d'il y a 20 ans. Astérisque, ne laisse pas ça être une malédiction, Greg. Ne laisse pas ça être juste à propos de gagner. Astérisque, si je fermais cette porte, la malédiction continuerait. La haine continuerait. La glace gagnerait. Diane s'éloignait déjà, tirant une Émilie réticente avec elle. Il fait froid dehors, dis-je. Ma voix semblait étrange même à mes oreilles. Ce n'était pas la voix du PDG. Ce n'était pas la voix du père en colère. C'était juste une voix. Diane s'arrêta. Elle se retourna lentement, son visage un masque d'incrédulité totale. La neige légère commençait à coller aux cheveux d'Émilie. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas ouvert mes bras. Je n'ai pas dit « je te pardonne ». Je n'ai pas dit « c'est bon ». Je les ai juste regardés. La femme brisée et l'enfant innocente. J'ai reculé de la porte. Je l'ai ouverte plus grand. L'air chaud de ma maison, sentant le pain frais que j'avais sur le feu et le chocolat chaud que je préparais, se déversa sur le porche froid. « Je fais du chocolat chaud », dis-je. « Entrez. »